Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, j'ai deux invités déjà installés sur le plateau et nous parlons de malbouffe. C'est la période des fêtes et vous le savez, on prépare toute une multitude de mets qu'on mélange à foison sans savoir réellement ce qui ne va pas ou ce qui va, ce qu'il faut éviter, parfois les mélanges qu'il faut éviter. Aujourd'hui, nous en parlons donc sur nos plateaux afin que vous puissiez prendre vos dispositions avant le jour J. La malbouffe, donc en période de fête, c'est un plateau auquel vous pouvez participer en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement en nous envoyant vos commentaires ou vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Et pour l'instant, je vous présente Nadège Soglo. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Le plaisir est partagé. Vous êtes responsable d'une structure de restauration. Oui. Merci, un plaisir de vous recevoir. Diane Oniodia, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, la malbouffe, avant d'aller dans la définition des termes et tout ça, je voudrais quand même vous demander si il vous est déjà arrivé de consommer des choses que vous n'avez pas bien digérées, donc après vous avez pris des dispositions pour éviter tant soit peu des situations du genre. Nadège Soglo. Ah oui, bien sûr, ça m'est arrivé et j'imagine d'ailleurs que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Nous avons eu à consommer des choses très grasses et évidemment à en payer le prix par la suite. On en paie toujours le prix. Donc voilà. D'accord. Diane? Absolument. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à des proches où on consomme parfois des trucs qui ont peut-être une forte teneur en graisse et en sucre. Et lorsqu'on consomme après, il y a l'indigestion et on commence par avoir d'autres problèmes au niveau du ventre, ballonnement qu'il faut peut-être gérer en son temps. Mais je pense que lorsque ça avait arrivé peut-être une à deux fois, je n'avais pas pris la conscience, je n'étais pas consciente du fait que c'était les mets qui m'avaient causé ça. Mais aujourd'hui, maintenant, pas évident que je revive encore la même situation. Oui, parce que de ces situations, on prend des dispositions, on décide d'un certain nombre de choses. Déjà, la malbouffe, pour vous, c'est quoi, Nadège? La malbouffe, pour moi, c'est un ensemble de repas qui ont un très faible apport nutritif, sain et bénéfique pour l'organisme, mais qui malheureusement ont une très forte teneur, soit en gras, en sucré, en salé, donc ce qui crée un déséquilibre au niveau du fonctionnement de l'organisme. Alors, Diane, quelque chose à compléter? Je dirais juste que c'est une alimentation spécialement mauvaise pour la santé. Elle a tout dit. D'accord. Du gras, du sucré. C'est vrai que quand même dans notre organisme, il y a un peu de gras qui doit aller dans l'alimentation et autres. Ça veut dire que c'est l'excès en réalité dans ces éléments-là qui nuit ou bien qui dégrade notre santé. Exactement. Il va s'agir en fait de comment modérer. Parce que tout ce qu'on est en train de citer là est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais pas en abusant. Quand on les utilise de façon abusive, là, c'est pour se créer d'autres problèmes, ce que j'imagine qu'on veut éviter. Donc, l'idée, c'est de modérer, c'est de savoir comment agencer, c'est de savoir comment réduire la consommation en sucre, en gras, en salé, afin de maintenir des repas sains et simples. Très bien. Alors, je propose de faire un tour à la riche. Voilà donc Tata Grace Sucy, donc il nous donnait quelques images de la manière, nos comportements donc lors des fêtes, lors des célébrations et justement lors des célébrations, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de mets qu'on prépare énormément pour pouvoir recevoir les invités et autres. Seulement, ce ne sont pas seulement les invités qui se font plaisir, il y a nous-mêmes aussi, mais justement, pourquoi est-ce qu'on a cette intention de faire autant pour les fêtes en matière de manger? Déjà pour les fêtes, on a envie de faire plaisir aux convives.
quand on vous convie à un événement, on a envie de vous faire plaisir. On a envie que le buffet il soit beau, qu'il soit bien achalandé. Donc, on essaie de mettre les petits plats dans les grands afin que tout le monde puisse y trouver pour son compte. Donc, on a justement tendance à trop en faire. Et ça, c'est béninois. Le béninois aime faire plaisir. Le béninois aime déborder, aime être dans l'excès. Et ça nous crée de petits problèmes. C'est peut-être beau et agréable, mais c'est vrai que ça nous crée des problèmes. Diane. Est-ce que je dirais que c'est pour faire plaisir? Parce que quand on parle des invités qui viennent à une fête, ils prennent des trucs qui sont un peu trop grasses et tout. Ce n'est pas pour faire plaisir. Parce que si c'est pour faire plaisir, ils peuvent quand même donner un cadeau. Parce que dans la chanson tout à l'heure, on a quand même entendu qu'il y a des personnes. Lorsqu'on dit qu'il y a manger quelque part, ils disent allons manger pour cette personne, allons bouffer, sans savoir ces mets qui sont là-bas, ces repas qui sont là-bas, qu'est-ce que ça peut causer sur notre santé. Eux autres, ils s'en foutent banalement, c'est manger. Manger, et même lorsqu'ils sont rassasiés, ils ne s'en rendent pas compte que, bon, il va falloir peut-être faire de trucs. Ne pas manger, ne pas trop manger et savoir quand même se réserver et tout. Mais ce qu'on constate déjà lors des funérailles, quand les gens viennent, ils peuvent finir de manger et repartir encore chercher. Ce n'est pas forcément pour faire plaisir. Il y a autant de mets, donc je veux en prendre comme je veux. Même si je suis rassasiée, je veux quand même compléter. Parce que peut-être ces personnes en griffe ne trouvent pas ces mets-là toutes les fois. Donc la seule fois où cette personne a trouvé est en face de ces repas, elle veut quand même consommer autant qu'elle veut. Donc ce qui cause de maladies, où il y a des personnes qui n'ont même pas de... Ça n'a pas de conséquences tout de suite sur eux. Mais est-ce que les autres, s'ils s'en rendent compte que c'est de la malbouffe, est-ce qu'ils mangent ce qu'ils mangent? Ce n'est pas trop bien d'en consommer assez. Et même lorsqu'on sort, quand on voit, même s'ils savent qu'il y a trop de graisse et que ce n'est pas bien, ils disent ce n'est qu'une fois en passant. Ce n'est qu'une fois en passant, et ils inculquent également. Vous imaginez s'il y a des parents qui sortent, ou bien des mères qui sortent avec leurs enfants sur ces lieux-là, ils inculquent également ce truc, ce régime alimentaire à ses enfants. L'enfant qui prend ça et qui le soir peut-être n'arrive pas à dormir, on ne comprend pas forcément que c'est ce repas-là qu'il a pris qui cause ça. Donc voilà, autant de choses. Je ne dirais pas que c'est pas plaisir, mais c'est par peut-être est-ce que la conscience, mais même s'ils sont conscients, non. Je veux par habitude. Voilà, peut-être qu'ils sont habitués. Il y a des personnes qui sont même pas habituées, mais lorsqu'ils sortent, la seule chose, lorsqu'ils remarquent le repas, ils ont pris ça il y a longtemps, ou ils en trouvent quelques rares fois, donc ils veulent quand même en profiter de la situation actuelle, c'est tout. Voilà. Alors, justement, vous qui êtes dans la restauration, Nadège Soglo, dites-moi, les mélanges, je suis sûre qu'il y a des mets qu'on prépare chez nous, il y a des mélanges qu'on a l'habitude de faire dans nos repas et autres. Est-ce qu'il y a des choses, justement, à éviter lorsqu'on veut préparer ou lorsqu'on veut préparer sain? Oui. Il y a des choses à éviter lorsqu'on a envie de préparer et de manger sain. Déjà, il faut apprendre à cuisiner moins huileux. Ça, c'est quelque chose de très banal, mais qui est très, très bénéfique. Il faut automatiquement apprendre à cuisiner moins huileux. Si on a peut-être l'habitude de mettre 3 cuillères à soupe d'huile pour faire son omelette, c'est déjà trop. Il faut déjà peut-être mettre 1 cuillère à soupe. Maximum. Très bien. Il faut préparer vraiment moins gras. C'est très important. Et maintenant, préparer un tout petit peu moins salé. Ça, par contre, c'est un peu plus difficile à faire. Mais il faut quand même le faire. Diminuer un tout petit... Même si c'est la petite pincée là qu'on diminue, c'est pas rien. C'est quelque chose, c'est un début. Il faut habituer le palais à cette sensation-là. Et petit à petit, qui sait, y aller encore plus fort. Moi, je me demande quand même, étant donné qu'on est habitué à préparer vraiment, en tout cas salé, c'est avec l'âge qu'on se rend compte que c'est trop salé et est-ce que c'est réellement comme ça qu'on mangeait avant? Est-ce que cette habitude-là ou bien cette volonté de diminuer le sel ne devrait pas démarrer aussi avec les enfants? Parce qu'on a du mal à aussi... Parce que tant qu'ils prennent le pli, ça se poursuit. Exactement. Dès qu'on en prend conscience, il faut commencer.
et automatiquement habituer les enfants à manger moins salé, à manger moins gras, à manger moins sucré. Organiser par exemple à la maison des petites séances de cuisine avec les enfants, c'est mieux que chaque fois d'aller leur acheter des gâteaux, des biscuits, ramener du chocolat. Non, il faut peut-être à la maison vous dire, ah, aujourd'hui on va faire du riz soufflé, c'est béninois, ça, on peut faire ça moins gras, on peut faire ça moins salé, comme on le veut en fait. Mais quand on va en surface, ben là on est contraint quand même de prendre ce qu'il y a. Et là on n'est pas forcément au courant de la quantité de sucre, de gras ou de sel qu'il y a là-dedans. Donc c'est automatiquement permettre aux enfants de partir sur un régime moins salé dès que soi-même on a l'information. Parce qu'il faut déjà avoir l'information, s'y mettre soi-même pour pouvoir aider d'autres à s'y mettre aussi. Très bien. Diane? Je suis entièrement d'accord avec la dame tout à l'heure. Elle a parlé d'un point qui m'a quand même intéressée. Inculquer les habitudes alimentaires aux enfants, déjà dès bas âge. Parce que moi, je me rappelle longtemps, est-ce que tout le monde n'a pas connaissance de ces conséquences de quand vous prenez ces repas-là sur la santé? Parce que quand il y a trop de gras, quand il y a trop de sucre ou l'excès du sel déjà dans le repas, ou bien l'huile même, tout le monde n'a pas connaissance de ça. Je prends un exemple. Quand on fait des omelettes, vous allez voir, il y a quelques personnes qui aiment quand même prendre des omelettes avec l'huile. Tant qu'il n'y a pas l'huile dedans, ou on voit ça comme ça, c'est pas encore, ils ne mangent pas encore. Et lorsque moi, je me rappelle, j'ai quand même eu des gens comme ça qui font des omelettes déjà. Et je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas utiliser quelques gouttes d'huile pour pouvoir faire l'omelette? On dit, mais tant qu'il n'y a pas l'huile dedans, c'est pas, ils ne mangent pas. Donc, ils veulent voir l'huile comme ça, de ses propres yeux. Franchement, ça dérange quand vous n'avez pas pris conscience ou quand vous ne savez pas réellement quel dégât ça peut causer sur votre santé à long terme. Parce que peut-être ce n'est pas dans 1 an, 2 ans, mais dans plusieurs années, qu'est-ce que ça peut causer sur votre santé. Aujourd'hui, on voit des personnes, on a tendance à croire que c'est les diabétiques uniquement qui peuvent prendre des repas sans sel, assez de sel ou sans cube. Quand une personne, il y a un monsieur qui, quand il veut manger, il n'y a pas du tout de trucs, la cube, ni sel. Et c'est comme ça, il mange. Le jour où on a donné ça à quelqu'un, quand il a pris ça, c'était vraiment bizarre. Pas bien. C'était bizarre. Et puis, les gens n'ont pas bien préparé. On lui a dit non, que c'est un diabétique qui ne peut pas prendre du sel ni cube. Lorsqu'elle a mis ça dedans, c'était vraiment ça de saveur, ça de goût pour elle. Et je me suis dit, en tant que moi-même, je ne savais pas quelles conséquences ça a sur la santé, mais je me suis dit, tant qu'on mange comme ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça cause. Pour lui, il est dans la situation aujourd'hui. Il est diabétique et il doit respecter ça. C'est sûr qu'en même si on lui avait dit respecter ça, il ne va pas le faire. C'est la situation qui qui l'oblige et qui s'impose à lui maintenant et il doit forcément respecter ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre forcément aller à ce stade-là avant de commencer par respecter. Et pour respecter cela, quand nous sommes adultes ou parents, on doit quand même inculquer ces valeurs-là aux enfants à la maison. Déjà, les enfants qui sont très petits, le sucre, un morceau de sucre, pourquoi pas dans les bouillies ou bien je ne sais pas, ça dépend de la quantité de bouillie ou bien l'huile déjà ou les mayonnaises, comment est-ce qu'il faut donner ça aux enfants, déjà voir comment est-ce que les enfants prennent ça. Je pense que ça aide beaucoup au bas âge. Il y a quelqu'un, quand tu vas chez eux par exemple, la dame a dit la dernière fois que franchement tout est bien organisé ici. Quand tu manges tard la nuit, c'est que tu dois prendre l'eau tiède et quand il y a mayonnaise, c'est qu'on prend ça modérément, c'est même pas on prend ça assez. Il y a une cuillère et puis c'est ça, vous prenez, puis il n'y a même pas augmenté. C'est mesuré quoi, en réalité. Le pain peut-être beaucoup, peut-être... la quantité, c'est pas leur problème, c'est que vous respectez la quantité là, il n'y a pas, c'est ça, vous respectez. Les enfants ont appris ça comme ça. Je pense qu'il va falloir quand même intégrer ce genre d'habitude. Alors nous allons installer un autre invité sur le plateau. Voilà, il est installé. Félicien Edon, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, merci. Vous êtes médecin. Un plaisir de vous retrouver toujours sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlons de malbouffe, donc en période de fête, et nous avons démarré. Avant vous, néanmoins, en tant que médecin, en tant que spécialiste de la santé, je voudrais quand même que vous nous situiez sur ce que c'est que la malbouffe et ses causes. Merci beaucoup. La malbouffe,
D'abord, déjà, il faut comprendre que c'est un terme qui n'existe pas dans les dictionnaires. Donc, c'est un terme inventé en 1979 par les Français Joël Rosnay, qui, pour pouvoir qualifier les aliments inadéquats et ou les aliments qui sont trop gras. En fait, c'est un ensemble d'aliments qu'on consomme qui est nocif à la santé, mais qu'on adore consommer pour des raisons différentes. Soit par le goût, soit par l'attirance. C'est généralement ces aliments-là qu'on qualifie de malbouffe. Ça ne veut pas dire que c'est des aliments qui sont mal, qui font mal, non. Mais le terme est utilisé malbouffe dans le sens pour dire que ça, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, ça fait mal finalement à la santé. Bon, ça fait mal après, mais sur le champ, c'était pas quelque chose qui faisait mal. C'est souvent comme ça. Et dans notre jargon, on dit quoi? Que ce qui ne tue pas tout de suite vous rend plus fort. Ou encore autre chose. Alors, justement, l'attirance, disons, parce qu'on adore le goût et autres. Et est-ce qu'on peut avoir quelques-uns de ces aliments? C'est vrai qu'on a parlé de l'huile aujourd'hui, on a parlé de la graisse, justement, tout à l'heure. Oui, les aliments qui entrent dans la malbouffe sont généralement des aliments qui sont trop gras, trop salés ou trop sucrés. Et quand on dit trop gras, trop sucré, si vous voulez, les quelques aliments, c'est tous les aliments qui sortent des produits industriels, c'est-à-dire qui sont conservés, et que ce soit dans en frais, en mode frais ou en boîte conservateur. Tous ces aliments-là sont tous des aliments qui entrent dans le compte de la malbouffe. Parce qu'ils sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Parfois, il faut mettre du sucre, il faut mettre ça pour pouvoir la conservation, tout ça. C'est tous ces aliments qu'on met dans la catégorie des malbouffes. Très bien. Alors, ma question c'est, est-ce qu'un mets, c'est-à-dire une nourriture préparée à la maison, peut devenir malbouffe? Bien sûr. Parce que vous allez acheter tous les produits congelés, tout ça, là, venir préparer à la maison, tout est malbouffe. D'accord. Ouais. Très bien. Voilà. Alors, Nadège Soglo, en période de fête, vous êtes dans la restauration, quels sont les mets qui sont prisés par les Béninois? Déjà en période de fête, comme je le disais tantôt, Béninois que nous sommes, nous aimons bien l'excès. Donc, en période de fête, là, tout le monde a envie de manger de la viande. Presque tout le monde. Tout le monde a envie de prendre des sodas, des boissons alcoolisées, pour d'autres non, mais super sucrées. Tout le monde a envie de manger de la mayonnaise, tout le monde a envie de mettre un peu de beurre dans son spaghetti pour changer un tout petit peu l'odeur, le goût, vu que c'est la fête. Donc voilà, on va sur ce qui n'est pas bien. On priorise les lipides et les glucides, ce qui n'est pas du tout bien pour nous. Donc, il ne faut pas forcément aller... Les légumes sont là. On peut faire plein de choses avec les légumes. On peut associer les légumes à nos repas, à nos préparations à la maison pour équilibrer un tout petit peu. Alors, malgré tous ces éléments, ça coûte cher sur le marché. Normalement, ça devrait être moins prisé en période les sodas, mayonnaise et autres. Tout le monde n'y a pas accès. Forcément, ça coûte quand même... un peu cher. Oui, justement, mais c'est la fête. On s'endette pour se faire plaisir, c'est la fête. Hein. On n'a pas envie de manger ce qu'on mange chaque jour. Hein. C'est la fête, il y a la petite épargne qui était là, prévue pour ça. On va casser la caisse, on va prendre l'argent, mais on va acheter un peu de viande. J'ai pas l'habitude de faire ça pour mes enfants ou pour ma famille. Je vais prendre demi-kilo de viande, je vais prendre un peu de beurre. J'ai trouvé une recette la dernière fois sur Internet, je vais la réaliser. Mais il y a aussi le fait qu'il y a le pain qui est très accessible, qui n'est pas forcément très sain non plus. Le pain, notre pain, là, soit sucré, soit salé, ça, c'est pas très cher. Hein. 100 francs, 200, on peut l'avoir déjà. C'est quand même pas bon, c'est peut-être moins cher, accessible à beaucoup de gens, mais pas très sain non plus. Alors, c'est comme si finalement, on dépense pour ne pas bien manger. Diane. Avant même les fêtes, il n'y a pas que c'est les mets nouveaux qu'on prépare, mais c'est les mêmes mets, mais préparés autrement. On en prend soin autrement parce que c'est la fête. Les cassoulets, par exemple, quand on prend ça, on met de la viande, des carottes, des légumes, un peu de tout. Mais on ne priorise pas les carottes, on priorise la viande. C'est ce qu'on voit souvent dans les mets. Je pense que préparer chez soi, même que ce soit à n'importe quel prix, même si les trucs sont
très cher, on veut quand même, ce n'est qu'une journée, donc on veut quand même faire la fête et préparer autant soit peu comme on veut avec les enfants. Mais donc la malbouffe déjà, il faut d'abord en prendre conscience et savoir que ce que je fais c'est mauvais avant de le faire, parce que pour eux c'est faire la fête, faire bien la fête, vivre bien la fête chez soi, et même s'il y a des invités avec les enfants et tout. Mais comment est-ce qu'il faut modérer? Tant que les autres ils n'ont pas connaissance de ça, ils vont pas quand même chercher à aller voir un nutritionniste, lui demander, mais c'est la fête, comment est-ce que je vais préparer chez moi? On veut faire comme on a l'habitude de le faire, sans savoir que ça a de conséquences. Je pense que peut-être notre plateau d'aujourd'hui va quand même, beaucoup de personnes vont apprendre comment est-ce qu'il faut s'orienter. Félicien Edou, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on dépense pour mal manger, qu'on dépense dans la malbouffe? Vous savez, j'aime d'abord l'histoire. Il faut déjà savoir comment c'est parti pour qu'on en ait arrivé là. Oui. Dans les années 1800 à 1960, en fait, il y a beaucoup de pathologies infectieuses qui se sont développées. Bon, les chercheurs ont commencé par chercher à comprendre pourquoi il y a autant de pathologies infectieuses. Les gens n'arrivent pas à se défendre correctement comme il le faut. Et parmi les causes observées, ils avaient remarqué qu'il y a un problème de nutriments dans les aliments. Donc les gens étaient sous-alimentés. Donc le slogan « Manger plus » s'est levé. Donc toutes les associations, les structures se sont mises ensemble pour pouvoir faire augmenter la ration alimentaire des gens, particulièrement les enfants, pour pouvoir les permettre d'être beaucoup plus en face des infections pour pouvoir se défendre. Ça a pris jusqu'à les années 1960, mais on a constaté effectivement qu'il y a une bonne recrudescence des maladies infectieuses. Mais parallèlement, on constate que il y a des maladies non infectieuses qui se sont développées. C'est là qu'on a commencé par chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toutes ces années qu'on a passé de maladies infectieuses qui, bien, on a eu le résultat qu'on voulait, mais on a eu d'autres maladies encore plus dangereuses que les maladies infectieuses. C'est là que plusieurs recherches ont abouti finalement à conclure que dans les aliments qu'on mange, il y a trop de gras, trop de sucre, d'eau de salé, qui a entraîné le surpoids, l'obésité, et qui est un facteur principal pour l'apparition de d'autres pathologies. Et là, le slogan a totalement changé en manger moins. Donc, maintenant, le temps a commencé. On va dire, il faut manger moins, il faut manger de bonne qualité. C'est là est parti, dès le départ, c'est là est parti la baisse de ces produits qui permettaient d'augmenter en réserve pour pouvoir se protéger contre les infections. Oui. Tout a été baissé. Et là, les gens ont la facilité d'accès à tous ces produits, plus que les produits qui devaient être normalement consommés. Donc, c'est ce qui fait que, même aujourd'hui, quand vous regardez tous les panneaux publicitaires, ils sont des aliments qui sont gras, qui sont trop sucrés, qui sont salés, qui sont moins chers, qui sont les plus promus dans les publicités. Vous allez voir, on publie les chocolats, on publie devant la publicité pour les enfants. Ce qui fait qu'en fait, le pays qui a connu beaucoup plus de problèmes liés à cette consommation, qui est les États-Unis d'Amérique, c'est là-bas tous les études ont été menées à constater que progressivement les enfants de 2 à 5 ans deviennent beaucoup plus obèses. Là, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille, mais quelque chose n'allait pas. Donc la façon dont les parents nourrissaient les enfants, la façon dont on fait les publicités des aliments gras et sucrés salés, les enfants sont exposés et les enfants consomment mal, ce qui pousse les enfants à devenir obèses. Et cette obésité est encore alimentée lorsque la maman est déjà obèse. Donc les parents sont déjà obèses, vous avez toute une génération à venir qui sont déjà à risque déjà prédisposés à être obèses. Oui. Donc déjà vous ne mangez pas bien, mais vous êtes déjà obèse parce qu'en réalité vous avez la prédisposition familiale qui vous pousse à devenir obèse sans pour autant manger. C'est ça le problème. Très bien. Mais alors qu'on ne peut pas vivre aussi sans toute cette transformation des aliments, des matières premières et autres. C'est l'évolution qu'il veut ainsi. On ne peut pas vivre sans ça. Naturellement, on ne peut pas vivre sans ça. Mais on peut diminuer la consommation. C'est manger équilibré et sain. Mais de temps en temps, on peut en consommer. Mais quand ça devient tout le temps. Parce que vous savez, il y a une étude qui a été réalisée en 2010 sur la psychologie de ceux qui sont obèses. On a compris que les cerveaux reçoivent les mêmes transformations que quelqu'un qui prend de la cocaïne. C'est-à-dire ils sont accros. D'accord. Ils se comportent comme un toxicomane en face de ces nourritures-là. Ils n'arrivent pas à s'en passer.
C'est ça le problème. On peut s'en passer et le manger de temps en temps, mais quand ça devient accro, on est accro à ça, ça veut dire que c'est un problème. Ouais. Très bien. Alors, la malbouffe, donc, quand on prépare chez soi, on a divers produits aujourd'hui qui nous sont proposés. Vous en avez cité quelques-uns. Néanmoins, c'est vrai que même quand on parle de poulet, par exemple, vous avez parlé de poulet congelé et autres, quand on prend le poulet bicyclette ou bien le poulet congelé, il y a une différence, tout le monde n'a pas accès aux deux et autres, et donc, et pour pouvoir fêter, chacun choisit et pouvoir quand même se faire plaisir, docteur. Oui, justement, c'est ça qui fait que plus c'est moins cher, plus c'est dangereux pour la santé. C'est comme ça. On baisse les prix pour faciliter l'écoulement, mais parce qu'on sait que c'est pas bon pour la santé en fait. Mais on peut en manger, on ne le refuse pas, mais quand ça devient excès, c'est ça qui va nuire plus tard à la santé. Très bien. Alors, tout à l'heure, les aliments qui sont dans la malbouffe, on a cité. Justement, il y a Diane qui parlait de cassoulet et autres, ces mélanges qu'on aime faire à la maison, de viande et autres. C'est quand même dans notre habitude. Ce sera difficile de pouvoir laisser tomber parce que le cassoulet, c'est un mets, comment je vais dire, spécial qu'on prépare les jours de fête. Nadège Soglo. Oui, c'est un mets spécial et très bon d'ailleurs. Oui. Le goût, le léger goût là, on ne peut pas le laisser comme ça. ça. C'est pour ça justement qu'en voulant le cuisiner, on peut y aller un tout petit peu moins fort sur de l'huile par exemple. On peut diminuer l'apport en huile qu'on utilise habituellement pour cuisiner. On peut mettre ça à moitié par exemple. Au lieu de mettre de la viande dedans, on peut priser les légumes, les carottes, les pommes de terre. On peut en mettre dedans. Et laisser par exemple la viande, c'est possible. Les enfants aiment ça tout autant. Même sans viande. Et le poisson. Le poisson, il y a des poissons moins gras, qui ont moins d'oméga 3. Par exemple, le chinchard, il est faible en gras, le poisson, le chinchard par exemple. On peut mettre ça en morceaux, on peut désosser ça et mettre ça dedans en morceaux par exemple. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous dès lors qu'on a envie de manger ça. Comme madame disait tout à l'heure, il faut déjà en prendre conscience. Maintenant, quand on en a conscience, il faut faire les choses comme il faut. Il faut faire les choses bien, quitte à se sacrifier un tout petit peu. Très bien. Alors, docteur, je reviens à vous. Cette malbouffe, vous avez parlé d'obésité et autres, mais quelles sont les autres conséquences qu'on peut observer? Les autres conséquences découlent nécessairement de l'obésité. D'accord. Donc, quand vous mangez déjà un excès, les trucs gras, les trucs salés, les trucs sucrés, vous risquez d'avoir un surpoids de l'obésité. Lorsque le surpoids et l'obésité s'installent, ça ouvre la porte maintenant à d'autres pathologies, que ce soit physique ou psychique. D'accord. Quand on prend le groupe des physiques, vous avez les maladies coronariennes, c'est-à-dire les problèmes du cœur, qui vont s'installer si vous avez l'obésité, le surpoids, donc c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, toutes les pathologies coronariennes, vous pouvez les avoir si vous êtes tout le temps exposé à des aliments qui sont trop gras, trop salés. En dehors de ça, vous savez, ceux qui sont en surpoids ou en obésité ont souvent une carence en vitamines A, T, E, C, K ou du fer, parce qu'on pense qu'ils sont bien protégés. En réalité, ils ne mangent plus comme il le faut. Et là, ils ont ces carences-là qui vont participer à un déséquilibre au niveau du système immunitaire et qui va les empêcher d'être plus efficaces contre les pathologies, que ce soit infectieuses, que ce soit surtout pathologies de la cavité buccale, les gingivites, tout ça là, ça va s'installer et ces gens-là vont tout le temps avoir des petits problèmes d'infection, des problèmes de saignement dans la bouche, saignement des gencives à répétition. C'est déjà sans mettre plus à l'oreille que, pas parce qu'il est bien en forme que il a toutes ces vitamines-là qu'il faut chercher à les supplémenter pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Donc, en dehors de ces pathologies physiques-là, on peut avoir aussi des façons psychiques. D'abord, il y a le premier élément, le premier problème qui est en haut du plateau, c'est la dépression. Ah bon? Bien sûr. Ceux qui sont obèses, gros, ou ont tendance à un facteur principal pour avoir la dépression. C'est un facteur primordial dans la dépression. En dehors de ça, que déjà la stigmatisation, tu es trop gros, tu es trop, tout ça là, en fait que les gens là déjà perdent de l'estime en soi.
ils n'arrivent pas à s'accepter. Ils n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Ils sont quasiment souvent en retrait social. Et aussi, l'un de ça, aussi dans les activités également, lorsqu'ils sont un peu trop plus qu'il ne le fallait, se déplacer, se mouvoir, qu'à cette occupation, c'est si difficile. Et ça baisse également les rendements et forcément un niveau de vie aussi un peu, c'est difficile. Très bien. Alors, je remarque que vous avez insisté, vous insistez sur l'obésité. Est-ce à dire que c'est réellement la seule maladie, disons, directe qui peut en découler? Direct. Pourquoi insister sur l'obésité? Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles il faut insister? Parce que vous avez dit que ça découle de l'obésité, oui. Les autres. Généralement, c'est l'obésité, le surpoids et l'obésité, qui est le premier élément qui apparaît dès que vous consommez trop. En dehors des réactions allergiques, en dehors de que vous avez mangé un aliment que vous ne supportez pas, que vous allez faire une réaction, que ce soit une diarrhée, un vomissement ou des éruptions cutanées, tout ça là, c'est les classiques quand vous n'êtes pas, c'est-à-dire que quand vous exposez à ça, surtout quand c'est les produits congelés ou raffinés, avec les produits qui ont été utilisés pour pouvoir congeler ou conserver ces produits. Si vous êtes allergique par exemple, vous allez manifester immédiatement quand vous allez vous en consommer. Mais si vous n'êtes pas allergique, c'est plus tard. Vous allez voir votre poids grimpe, on va dire que vous êtes vous prenez de la forme. Est-ce que c'est vraiment des aliments qu'il faut pour prendre de la forme ou bien c'est juste de l'excès de gras, de salé qui vous donne de la forme? Si c'est comme ça, vous êtes à risque à faire beaucoup d'autres pathologies. Et en même moment, le cancer également est là. On en a parlé déjà ici, l'infertilité. Bien sûr. L'infertilité aussi fait partie des causes que ceux qui sont exposés. Le diabète de type 2, trop sucré, avec ces aliments-là, avec les gras sucrés, vous êtes exposé à faire le diabète de type 2. Ça, là, c'est incontournable parce que si vous consommez trop d'excès de sucre, surtout qui est sur le marché actuellement, et que vous ne mettez pas un peu plus de modération dedans, vous êtes à risque. Si déjà une personne dans votre famille a déjà le diabète type 2, vous êtes déjà un candidat potentiel pour faire le diabète type 2. Un candidat, c'est un mot qui fait peur, hein? Candidat au diabète. Alors, nous allons tout à l'heure donc aller voir à la régie notre, disons, nutritionniste. Il y a un nutritionniste, Patrick Simvoedo, qui nous a donné son avis sur la malbouffe et les dispositions à prendre. Comment est-ce que il faut faire en cette période de fête? On suit et on revient. Oui, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes en période de fête et il y a la malbouffe et la bonne bouffe. Alors, la bouffe déjà, les gens disent le buffet. Le buffet, c'est la bouffe. Hein? Une variété d'aliments qu'on peut manger comme on veut. Mais pendant les fêtes, les gens s'oublient. Ils s'oublient parce ils se disent que bon, on a travaillé dur pendant une année et on doit faire la mauvaise bouffe ou la bonne bouffe, je ne sais quoi. Dans leur tête, c'est de manger, de boire, et dormir, se lever quand on veut. Oui, c'est normal. Mais il y a toujours des conséquences sur la santé. Observez bien, à partir de janvier, février, mars, les hôpitaux sont pleins parce qu'il y a des infections ou bien de l'intoxication alimentaire. Pourquoi ces intoxications alimentaires? Le mot le dit déjà, la malbouffe. Alors, la malbouffe ici, il y a le mélange hétérogène. Il y a des gens qui prennent du champagne, ils mélangent ça avec la bière. Il y a des gens qui prennent des vermouths, c'est-à-dire c'est des vins cuits, ils mélangent ça avec la bière. Et on fait des mélanges hétérogènes. Pire, on mange encore des aliments qui ne sont pas conformes à notre intestin grêle, à notre côlon. Je donne un exemple. Quand nous consommons le cassoulet, c'est seulement le 25 décembre et le 1er janvier que nous préparons le cassoulet. Et vous savez que le cassoulet, c'est une protéine végétale. Et la protéine végétale, celui qui consomme 4 fois la protéine végétale a déjà au moins 100 grammes de viande rouge dans l'organisme, qui lui apporte du fer et du magnésium. Donc si nous pouvons rendre hygiénique ce cassoulet, au lieu de mélanger ça avec le saucisson, le poulet, ou bien les rognons, ou bien du gari, ou bien du pain, parce que les gens préparent le cassoulet et ils font le mélange avec du poulet. Alors que ça fait 2 formes de protéines. Le poulet,
c'est une protéine animale. Le cassoulet, c'est une protéine végétale. Donc ça fait deux formes de poulet. Est-ce que nous n'allons pas penser à la montée brusque de notre acide urique? Parce que l'acide urique nous guette à tout moment. L'acide urique, tous les animaux ou bien toutes les volailles ont des acides uriques. Quand je prends le poulet, il a un taux d'acide urique. Quand je prends la pintade, un taux d'acide urique. Le canard, la dinde, tout ça ont des taux d'acide urique. Et voilà que nous sommes dans la malbouffe. On veut prendre, il y a des gens qui prennent au moins un poulet entier, plus la bière. Et ce poulet entier peut-être à un taux d'acide urique très élevé. Donc ça va répercuter sur votre organisme. Et vous-même, plus l'aliment que nous avons consommé, le taux monte. Et quand ce taux monte, on commence par sentir des gouttes, des maux de ventre, d'indigestion et l'insuffisance veineuse. Et spontanément, on se retrouve à l'hôpital parce qu'on a fait la malbouffe. Mais mes chers amis, je prends aussi la pâte rouge qu'on appelle amiwa. La pâte rouge que nous consommons, la pâte rouge, les gens préparent dangereusement la pâte rouge. Des fois on dit djeo. Le djeo, c'est du sodium. Il y a le sel dedans. Savez-vous que le maïs avec lequel nous préparons la pâte rouge contient déjà du sodium, le sel, les gens mettent encore du cube et plus le poulet, on grille le poulet, on mange. Ou bien on frit le poulet. Souvent les gens appliquent la cuisson à la friture. Là, vous avez des problèmes de santé. Trois confrontations, à savoir diabète, et hypertension, hypercholestérolémie. Donc, nous devons faire attention à ce que nous mangeons pendant les fêtes pour ne pas venir à ces genres de pathologies qui vont nous surprendre. Et la bonne bouffe, c'est quoi? Quand je prends le cassoulet, par exemple, je dois le tremper la veille, changer l'eau. Le lendemain, je trempe, je mets ça dans de l'eau chaude. La première vapeur, je change. La deuxième vapeur, je change. Troisième vapeur, je conserve. Je prépare avec les glucides et les légumes. Et les glucides ici, je propose la pomme de terre parce que le cassoulet est sucré. Donc la pomme de terre, je prends, ou bien le taro avec haricots verts, avec un peu de carottes, un peu d'oignon, un peu d'ail et beaucoup d'oignons. Je pense que j'ai déjà consommé mon cassoulet. Ou bien je prends du pain grillé et je rends le pain en chapelure. On appelle ça cassoulet au pain mouillé. Cassoulet au pain mouillé. Et quand vous faites cela, vous mangez bien votre cassoulet et vous digérez. Peu importe la boisson que vous allez prendre. Et quant aux boissons, je vous propose des cocktails de fruits très importants, à savoir jus de concombre et souchet. Vous faites du jus de concombre au souchet et vous buvez le souchet en fond d'ifio. Le concombre, vous le savez, et vous faites le mélange, vous consommez votre jus de concombre, ou bien vous faites jus de date aux menthes que vous prenez simplement. Et si vous avez envie de consommer de la bière, mes chers amis, non glacée, une petite bière, et vous mettez du citron là-dedans, et je pense que vous avez retrouvé votre performance alimentaire. La fête, c'est tous les jours. Donc, évitons souvent la mauvaise bouffe, ou bien la mauvaise bouffe qui nous induit dans des erreurs alimentaires, voire la dégradation des organes, et spontanément, on est alité. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne fête et sachez manger pendant les fêtes pour retrouver encore une bonne énergie après le 1er janvier. Merci. Voilà, c'était donc Patrick Zinvoedo, nutritionniste, qui nous donnait quelques indications à éviter et à faire lors de cette période de fête. Fiakrala d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien, chez vous. Très bien également, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes agro-nutritionniste. Alors, de l'intervention de Patrick Zinvoedo, Diane, vous en avez retenu quoi? J'ai retenu beaucoup de choses et ce que j'ai retenu le plus, ce qui m'a intéressé, c'est la préparation du cassoulet. Comment est-ce qu'il faut préparer ça pour ne pas quand même consommer, pour ne pas faire de la malbouffe. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je ne pense pas que beaucoup de personnes respectent cela. Comment est-ce qu'il faut préparer lui en tant que nutritionniste, comment il a quand même conseillé. Mais je pense que si on le fait, ce serait vraiment bénéfique pour tous. Voilà. Nadège? Oui,
J'ai surtout aussi été impressionnée par la façon de préparer le cassoulet dont il a parlé. J'étais au courant. Et nous, on le fait habituellement. D'accord. Et on le fait justement pour dégorger le cassoulet, pour diminuer la teneur en éléments du cassoulet. Et je vous promets, quand vous le faites, vous remarquez automatiquement la différence au niveau de la digestion. C'est automatique. D'accord. Vous digérez rapidement. Vous n'êtes pas congestionné dans le ventre. Non. Non, pas du tout. Très bien. Docteur, j'ai un agronomiste, j'ai un docteur, docteur Edou. Oui, j'ai bien suivi et surtout il a mis l'accent sur l'acide urique qui est contenu dans les viandes rouges et les volailles. Certes, la teneur qui sont de l'acide urique dans les volailles ne sont pas aussi importantes que ceux qui sont dans les viandes rouges. D'accord. Tout ce qui n'est pas volaille, les bœufs, moutons, tout ça, ce sont des aliments qui sont trop riches en acide urique. Et ces acides uriques se déposent dans l'organisme. Le rein métabolise mal l'acide urique. Et lorsque c'est important dans le sang, ça se dépose toujours dans les articulations. Vous avez mal au doigt, au bras, au genou. L'articulation qui pèse, qui reçoit plus le coup, c'est le genou. Parce que c'est l'articulation qui reçoit le poids du corps. Donc, très jeune, les gens ont déjà le problème du genou, tout ça là, à cause du dépôt de l'acide urique qui s'accumule dans l'organisme du fait d'une mauvaise alimentation. C'est surtout ça que nous devons éviter. Très bien. Alors, Fiacre Aladaye, vous avez pu suivre également Patrick Singvoido. Sur quel élément avez-vous envie d'insister? D'accord, merci beaucoup. Je tiens d'abord à revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure en ce qui concerne la préparation du cassoulet. Oui. En réalité, il faudrait que nous ne nous compliquons pas la vie. Et vous aurez constaté que c'est un peu compliqué de préparer le cassoulet de cette façon. Un instant, donc Fiacre Aladaye, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Ça va super bien, vous? Très bien également. Marius Kenji? Je réponds. Alors, bienvenue sur le plateau. Nous parlons de l'alimentation en cette période de fête de fin d'année. Merci beaucoup. Je salue tous ceux-là qui sont sur le plateau avec vous, et spécialement à M. Fiacre Aladaye, bien à lui également. Merci. Qui interviennent dans cette émission. Le mot du jour, c'est alimentation. Absolument. Je vais commencer d'abord par les autres sens qui ne concernent pas forcément la malbouffe. Par exemple, approvisionnement en eau d'une nappe aquifère, d'une source, d'une rivière, d'un lac, dont le mode constitue le facteur essentiel du régime de cours d'eau. L'alimentation, qui est un nom féminin, peut désigner également un dispositif fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un circuit électrique ou électronique. L'alimentation, qui est également un nom féminin, peut signifier opération ayant pour objet d'amener une à une les munitions à l'arrière du canon d'une arme à feu pour les introduire dans la chambre. L'alimentation veut dire également action d'approvisionner une collectivité, un appareil en un produit déterminé. Par exemple, alimentation d'une ville en eau. D'accord. L'alimentation veut dire également commerce et industrie des denrées alimentaires. On peut par exemple dire travailler dans l'alimentation. Et revenir au sens premier du mot, alimentation, qui vous concerne actuellement, c'est l'action de nourrir, de se nourrir, manière de se nourrir. On dit par exemple une alimentation carnée. Et comme antonyme du mot alimentation, on a défaillance, diète, disette, pénurie. La citation qui m'a plu aujourd'hui par rapport à la notion d'alimentation, elle vient de James Brown, qui est un artiste chanteur musicien qui a vécu entre 1933 et 2006, qui dit: parfois
vous battez si fort pour nourrir votre famille, vous oubliez de les nourrir d'autre façon, une alimentation spirituelle. Tout le monde en a besoin. Je reprends. Oui. Parfois, vous vous battez si fort pour nourrir votre famille, vous oubliez de les nourrir d'autre façon, une alimentation spirituelle. Tout le monde en a besoin. C'est le James Brown. Très bien. Merci beaucoup, Marius Kinchi. Étant donné que nous parlons de malbouffe, dites-nous quels sont vos comportements de malbouffe que vous allez éviter en cette période. Vous savez, tout à l'heure, j'ai remercié M. Fiac à la dernière, Oui. parce que on a participé il y a quelques semaines à une formation avec lui où on a eu tellement de notions par rapport à la malbouffe. Je prends par exemple le cas de l'alcool que nous consommons par exemple. L'organisme en réalité n'a pas besoin de l'ajout d'alcool. L'alcool dont a besoin notre corps est produit par ce que nous mangeons. Donc en ajouter, c'est d'abord de l'abus. Les viandes que nous mangeons, à un moment donné, vous seul, vous croquez peut-être une cuisse de poulet entier, alors que notre organisme a besoin d'un peu seulement. Et aussi, par exemple, quand nous étions jeunes, nos parents nous disaient à nous autres de manger la viande et que c'est eux qui devraient le manger. Or, c'est nous qui avions besoin de calcium pour nos os. Assez de choses qui nous rendent malades. Mais on pense souvent que c'est des médicaments qu'il faut prendre pour être au point, alors qu'une saine alimentation pourrait nous aider à être en forme. Très bien. Merci beaucoup, Marius Kinchi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Excellente journée à vous aussi et une chose à tous ceux qui vous suivent. Merci. Alors, Fiacre Aladaer. Oui, je tiens d'abord à remercier M. Marius pour son témoignage très édifiant. Et je voudrais, avant de revenir sur son intervention, je voudrais continuer avec ce développement que je faisais en ce qui concerne la préparation du cassoulet. En réalité, si nous compliquons la vie à nos parents, davantage ils vont nous détester parce que déjà ils se demandent est-ce que les nutritionnistes mangent, qu'est-ce qu'ils mangent et pourquoi tout le temps on va laisser ceci. Non, il n'est pas question de changer si brutalement nos habitudes alimentaires. Alors, lorsque nous préparons le cassoulet, le problème n'est pas déjà au niveau de la préparation, mais c'est déjà avec quoi est-ce que nous préparons. Tout à l'heure, notre collègue a parlé de l'ajout de carottes qui est 1000 fois plus bénéfique que l'ajout de la viande, par exemple. Ça, c'est déjà ça, la malbouffe. Et lorsque nous préparons notre cassoulet, et que nous n'avons pas l'habitude de manger, et comme l'a dit tout à l'heure le collègue Patrick, c'est n'est qu'en période de fête, c'est-à-dire soit le 25 décembre, soit le 1er janvier que nous préparons. Et quand nous préparons ce que nous n'avons pas l'habitude de manger, après 360 et quelques jours avant de le consommer, nous consommons une grande quantité. Et lorsque nous quittons notre maison pour une autre maison pendant la période de fête, c'est la même chose que nous mangeons encore. Ce qui fait que la quantité augmente. Et lorsque nous avons ce plat de cassoulet devant nous, comment est-ce que c'est préparé? C'est quoi la composition? Il y a de la viande dedans, il y a d'autres qui ajoutent beaucoup d'huile, et il y a aussi à côté de ça le pain fait avec la farine de blé. Que nous savons, nous tous, nous savons pertinemment que la farine de blé, le pain n'est pas facilement digérable. Et lorsque nous prenons quelque chose que nous devons éliminer, d'accord, et que nous prenons en même temps un autre repas qui nous empêche de l'éliminer, souffrons que ça puisse créer de désordre dans notre organisme. En dehors de ceci, il y a déjà beaucoup d'huile, nous en avons parlé, il y a d'autres sources de protéines que nous ajoutons, alors que notre cassoulet est déjà une source de protéines, nous empêchons encore la digestion. Autre que ça, c'est maintenant le moment de l'arroser avec
de la boisson. Et quelle boisson encore? La bière que nous prenons de quelle façon? D'abord, nous n'avons pas l'habitude de vérifier la date de péremption des produits que nous consommons. Et c'est la période où il y a une grande quantité de produits déjà périmés sur le marché. C'est dommage, nous allons consommer encore pour nous rendre malades. Moi, je ne suis pas dedans. Chers journalistes, prenez garde. Alors, lorsque nous voulons prendre encore cette bière ou bien cette boisson, que ce soit sucrée ou bien la bière, tous d'abord mauvais pour la santé, nous prenons encore sous la forme glacée. Et lorsque nous prenons une bonne quantité de bière bien frappée, nous empêchons encore l'organisme de digérer ce que nous avons ingéré. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous prenons une bonne quantité de boisson glacée, ça empêche la circulation sanguine, ça empêche la sécrétion des sucs digestifs qui vont faciliter la dégradation de ce que nous avons consommé. Et lorsque nous faisons ça, forcément, ce que nous avons ingéré doit sortir d'une manière ou d'une autre. Soit ça va se convertir en nutriments pour être digéré par l'organisme, pour être utilisé dans le sang, ainsi de suite. Soit ça va rester en bloc et passer directement au sel. Soit les essais. Et aussi, nous ajoutons tellement de sel à ce que nous préparons. C'est dommage. Nous sommes en période de fête. Nous ne sommes pas obligés de manger ce que nous n'avons pas l'habitude de manger et en quantité et faire tout un mélange terrible qui empêche même l'organisme de digérer ce que nous mangeons. Pourquoi est-ce que nous mangeons? Si ce n'est pas pour satisfaire nos besoins, autant ne pas manger. Est-ce que je voulais dire rapidement sur la préparation de cassoulet que notre collègue Patrice a développé? Très bien. Alors, le cassoulet, c'est vrai que ça revient beaucoup, mais je suis sûre qu'il y a également d'autres aliments en dehors de ce qu'on ajoute, le sel, le cube et autres. Il y a d'autres aliments qu'on prépare. Par exemple, il a parlé de la pâte rouge, il y a du riz qu'on prépare avec le gras, avec tout un mélange bizarre. Il y a également les légumes aussi qu'on aime bien préparer les jours de fête. Nadège Soglo, comment est-ce que, disons, ces autres plats, il faut les achalander pour que ce soit facilement digérable? D'accord. Déjà, vous avez parlé de légumes et c'est très bien. Il faut qu'on priorise les légumes dans nos repas. C'est-à-dire, il faut obligatoirement qu'on priorise les légumes dans quelques repas que ce soit qu'on veut cuisiner, que ce soit jour de fête ou pas. Exemple simple, la laitue. Ce n'est pas très cher, c'est partout, on peut en avoir autant qu'on veut. Des carottes, on en a parlé tout à l'heure. Un peu de carottes bouillies, un peu de laitue, un peu de pommes de terre. Je vais même dire, la pomme de terre, elle est un peu chère. Oui. Je vais même laisser la pomme de terre. Les feuilles de chou, c'est pas cher. On peut en avoir déjà, on peut avoir les morceaux à 300, à 400. Là, il y en a même qui vendent la moitié. Ils te découpent en deux et ils te vendent la moitié. Vous avez de l'oignon, de la tomate, des choses accessibles. Déjà ça, découpé, bien joliment présenté. Vous avez une assiette de légumes. Vous avez bien garni. Maintenant pour la vinaigrette, parce que tout va se passer là. Il ne s'agit pas de faire ça et ensuite d'aller chercher une boîte de mayonnaise, 5 cuillères à soupe d'huile, du sel, du sucre, je ne sais pas, pour faire de la vinaigrette. Non, on peut faire une vinaigrette toute simple. Toute simple. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas autre huile que de l'huile d'arachide, il y a l'huile de tournesol, il y a l'huile de maïs qui ne sont pas très chères, mais qui sont méconnues du grand public. On peut prendre une cuillerée d'huile de maïs, par exemple. Vous ajoutez juste une toute petite pincée de sel. Vous mélangez bien. Je vous promets que vous avez une vinaigrette. Avec un peu de citron, un tout petit peu de citron, mais vous avez une très bonne vinaigrette. Vous avez une très bonne vinaigrette. Aussi étrange que ça puisse paraître oui, vous avez une bonne vinaigrette. Et vous dégustez votre chose avec le mélange de salade, laitue, carottes, betterave si possible, poivron, oignons, tomates. Vous avez déjà mangé des légumes. Maintenant, si à côté de ça, notre légendaire cassoulet, vous le prenez et un peu dégorgé, je dirais toujours. Et comme monsieur l'a dit tout à l'heure, avec peu d'huile, avec des légumes, en laissant si possible tomber la viande, ben voilà, on a un joli repas, bien achalandé pour les fêtes. Très bien. Alors, Fiacre, sur les légumes. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un aspect très rapidement, quand nous parlons tout à l'heure de cassoulet. C'est que d'abord, c'est
mal préparé. On a déjà essayé de décortiquer un peu comment on peut améliorer notre façon de faire. Mais lorsque nous prenons ce cassoulet, comme je l'ai dit, on passe encore à une autre maison. On est invité là-bas, c'est pratiquement le même repas que nous mangeons. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la pâte rouge. C'est-à-dire, nous faisons tout un mélange. Nous envoyons tellement de repas dans l'organisme que l'organisme même se demande, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et c'est là le problème de digestion commence. Et c'est là que l'organisme arrive à accumuler ces repas pour gentiment nous livrer les maladies progressivement après la fête, parce qu'il y a plusieurs maladies qui surviennent bien après la fête. Pour revenir aux légumes, il faut que les consommateurs que nous sommes, nous sachions ce que nous sommes en train de consommer. Et toutes les fois que nous voulons ingérer quelque chose dans notre organisme, il faut que nous demandons à quoi est-ce que ça va servir. Nous n'allons pas chercher à changer notre mode alimentaire ou bien à vouloir s'alimenter comme les occidentaux, à vouloir inventer des choses. Non, moi je suis du monde rural et j'aime bien ce que nos parents ont l'habitude de consommer. Et malheureusement, nous autres, en griffe intellectuelle, nous amenons nos parents à changer les habitudes parce qu'ils veulent aussi devenir accordés, ils veulent aussi montrer qu'ils sont européens. Donc, ils font l'effort de changer leurs habitudes alimentaires. Parlant des légumes, il y en a en foison. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de consommer par exemple ce plat de salade le jour de fête? C'est ça montre quoi? Rien. Qu'est-ce que ça apporte à notre organisme? C'est ce que nous devons nous dire. À côté, nous avons beaucoup d'autres légumes qui sont très utiles, que nous avons l'habitude de consommer, mais que nous préparons mal. Et c'est ça qui nous amène à perdre les valeurs nutritives qui sont dans ces différents aliments. Nous avons nos légumes, c'est-à-dire les légumes feuilles que nous avons l'habitude de consommer, que nous pouvons consommer qu'on appelle le jour de fête. Nous ne sommes pas obligés d'aller vers la laitue par exemple. Nous avons l'oignon que nous préparons, que nous chauffons jusqu'à ce que c'est complètement dénaturé. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Est-ce que c'est pour donner des nutriments à notre organisme ou bien c'est pour manger pour la forme? Nous avons la carotte qui est entrée complètement dans nos habitudes alimentaires, que nous préparons mal. Lorsque vous voyez comment nous préparons la carotte dans nos ménages, ça fait peur. C'est-à-dire, on prépare jusqu'à ce que la carotte même devienne de la pâte. Je ne sais pas comment. Très mou. Très mou. Mais ce n'est pas des bonnes habitudes. Il y a notre façon de traiter, c'est-à-dire le traitement thermique que nous réservons aux légumes. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, on prépare jusqu'à ce que ces légumes se transforment carrément en bouillie ou bien en autre chose qui n'apporte pratiquement plus rien à l'organisme. Et c'est ça qui est dommage. Donc, faisons très attention à ce que nous consommons et ce que nous préparons, comment est-ce que nous préparons aussi en ces périodes de fête. Bon, de toute façon, sur les légumes, la carotte, on peut les consommer crus aussi. Hein? Oui, justement, c'est ça qui est même plus bénéfique pour l'organisme. Mais pour question d'hygiène, on essaie de faire cuire un peu, mais pas jusqu'à ramollir complètement ces légumes avant de les consommer. Très bien. Une précision avant de poursuivre. Quand vous avez parlé des autres légumes qu'on n'a pas l'habitude ou bien qu'on n'a pas forcément besoin d'aller vers la laitue, c'est-à-dire que le gourmand ou bien vous parlez d'autres légumes que nous avons l'habitude de consommer en dehors de la laitue. Oui, je voulais juste nous rappeler notre sauce de feuilles de légumes qu'on a l'habitude de consommer accompagnée de la pâte. Pourquoi, si nous voulons forcément montrer que nous sommes en fête et consommer quelque chose de nouveau, pourquoi nous ne pouvons pas consommer notre pâte de Télibor accompagnée de la sauce légumes? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés? Parce que le principe c'est là, c'est-à-dire que nous changeons juste les aliments, c'est-à-dire les groupes d'aliments sont là et les aliments par groupe apporte pratiquement la même chose à notre organisme. Pourquoi est-ce que nous voulons forcément changer? Pourquoi est-ce que nous voulons inventer? Nous avons l'habitude de prendre le riz, c'est entré dans nos habitudes. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas juste faire une sauce meilleure par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire? Parce que d'habitude dans les ménages nous avons l'habitude de faire des fritures et là c'est la tomate qui est maltraitée complètement. Donc la friture n'est pas bonne? Non mais voyons voir, ça c'est une ancienne pratique que nos parents faisaient et c'est
par motif de jalousie. Et lorsque nos parents sont souvent, la plupart des cas, des polygames, et lorsque papa donne de l'argent ici, de l'argent de compote ici, il n'a pas donné assez là-bas, pour montrer quand les coépouses veulent se faire la lutte, c'est-à-dire, moi je mets l'huile sur le feu, je laisse chauffer l'huile, je dénature complètement l'huile. Oui. Et c'est ça, c'est maintenant que je mets la tomate avec l'épice, ça fait chaud pour montrer à ma coépouse que je suis en train de préparer. Et elle aussi, elle prend la main là-bas et puis la guerre continue. Ça, c'est une façon de dénaturer. D'abord l'huile et les épices qui sont très riches, très utiles pour nous. C'est cette guerre que nos parents faisaient. Est-ce que nous allons continuer par faire cela, par dénaturer ce que nous voulons consommer? Ce sont de mauvaises habitudes que nous devons corriger. Vous voyez, nous avons tellement de bonnes choses. Les épices et les herbes que nous avons à notre disposition, c'est tellement riche. Mais pourquoi est-ce que nous voulons nous passer de ça? Après, c'est pour nous créer des maladies dans notre organisme. Et malheureusement, c'est des maladies qui sont pratiquement irréversible. C'est dommage. Diane, sur tout ce que vous avez entendu tout à l'heure. Je pense que les aliments sont perçus comme des éléments réconfortants pour faire face à un quotidien parfois trop difficile à affronter. Alors là, quand on a faim, pas forcément quand on a faim, mais la période des fêtes, quand on a envie de manger, on mange pour manger. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a autour. Alors j'ai beaucoup appris de tout ce que le nutritionniste a dit. Vous avez quand même parlé des légumes avec des pâtes. Rares sont ces personnes qui vont quand même en période de fête préparer la pâte qu'ils ont l'habitude de prendre toutes les fois en soirée et préparer encore la pâte en période de fête, même si la personne, les familles peut-être qui n'ont pas le maximum, mais pour eux, ce qui change pendant la période de fête, c'est préparer du riz, du maka ou cassoulet que tout le monde doit pouvoir préparer. Alors là, quand on va leur demander d'aller préparer la pâte, période de fête avec du légume, c'est que c'est trop leur demander. Ils sont pas dans la tendance, quoi. Le pâte, faut changer autre chose. Alors, docteur Edon, sur les aliments, tout ce que vous venez d'entendre par rapport à la préparation des aliments, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ou d'insister ou de retirer? C'est vrai. Nous, particulièrement en médecine, ce qui nous inquiète le plus, c'est l'hygiène. Oui. Surtout au niveau des légumineuses. Parce que le premier pourvoyeur, par exemple, de la fièvre typhoïde, ce sont les légumineuses. Donc, vous allez voir des gens qui font de la fièvre typhoïde. Vous traitez, une semaine, 2 semaines après, ils reviennent pour les mêmes pathologies. Et ils pensent que la fièvre typhoïde est incurable. Que quand vous avez la fièvre typhoïde, c'est que vous l'avez à vie. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On éradique complètement les parasites, totalement, ça part. Mais vous retournez encore à votre ancienne habitude. Vous consommez les mêmes repas, les mêmes alimentation de légumineuses mal préparées, mal nettoyées, mal entretenues, vous revenez encore avec les mêmes pathologies. Ça, c'est ce qui nous inquiète le plus au niveau des légumineuses. Si l'hygiène est là et que la façon de préparer aussi l'accompagne, il n'y a pas de souci. C'est généralement ce qui se pose problème au niveau de la santé avec les légumineuses, c'est ça. C'est bon, riche pour la santé, mais quelque part aussi, l'hygiène et l'entretien, c'est très important. L'hygiène, l'entretien, et justement, quand on mange dehors, on ne sait pas trop comment ça s'est fait, comment c'est entretenu et autres. Je voudrais que vous insistiez, M. Frac Aladaye, sur ces légumes-là. Si on veut les manger crus, comment les consommer? D'accord. Merci beaucoup. Quel entretien ou quelle hygiène doit accompagner tout cela. Permettez-moi de faire aussi un petit tour sur l'intervention de M. Marius, directeur de Radio Ilema tout à l'heure, pour ne pas oublier. Il a parlé tout à l'heure de la consommation de l'alcool. Si vous permettez, je vais rapidement faire un zoom sur ça avant de revenir. On va parler des boissons tout à l'heure. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre question, les légumes méritent un entretien spécial. Et déjà, nous devons partir du choix, d'accord, de légumes. Alors, vous, en tant que femme, lorsque vous allez sur le marché et que vous voyez, par exemple, des légumes feuilles très jolis, bien élargis, même dans les jardins, à côté de ça, vous avez des feuilles de légumes qui ne sont pas assez jolies, qui ne sont pas assez élargies. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez ce qui est joli, ce qui frappe à l'œil, ce qui est dangereux, ce qui confirme déjà qu'il y a la présence d'insecticides là. Parce que lorsque la feuille, elle est si jolie, bien élargie, d'abord c'est bourré d'engrais, d'accord, d'engrais chimiques, d'abord ça fait un, et c'est traité encore avec de l'insecticide qui est encore actif sur les feuilles. Si vous avez des légumes feuilles
comment on appelle, et aucun insecte peut s'approcher, sachez que vous prenez proprement des insecticides. Et c'est d'abord ça, c'est par là qu'il faut commencer. Donc le choix de nos aliments, quel type d'aliments nous choisissons sur le marché lorsque nous voulons acheter. Une fois acheté, ça a été produit quand même dans un champ ou dans un jardin. Il y a forcément de la saleté, il y a forcément de la poussière qui s'est reposée dessus et tout. Donc, il faut laver convenablement, rincer convenablement. Aujourd'hui, une petite parenthèse, vous voyez, dans nos ménages, aujourd'hui, nous utilisons des savons que le fabricant même a mentionné, c'est destiné à la lessive. Nous voyons que c'est pour la lessive, oui. C'est-à-dire mais c'est ça que nous utilisons pour laver les assiettes. Et ça sent bon, c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est des produits chimiques impropres à la consommation que nous consommons. Ça, c'est une petite parenthèse. Oui. Alors, lorsque nous avons les légumes, nous devons les laver convenablement. Et les laver convenablement, maintenant traités. Nous avons tout à notre disposition. Nous n'avons pas besoin d'aller acheter de vinaigre pour maltraiter. C'est un peu comme si nous ajoutons de la potasse à ces légumes-là. C'est dangereux. Nous avons du citron pour désinfecter en quelque sorte nos légumes avant de les préparer, avant de les consommer. Mais pourquoi est-ce que c'est-à-dire nous avons caché ces anciennes habitudes qui sont les meilleures et nous inventons les bonnes habitudes en griffe et bonjour les dégâts. On pense inventer les bonnes habitudes. Alors, donc ça veut dire que du citron juste pour nettoyer, pas besoin d'eau de javel. Eau de javel, pour moi, c'est déjà assez compliqué. Et ne demandez pas à ma tante qui est au village d'aller s'acheter de l'eau de javel avant de manger de légumes. Elle a le citron à sa disposition et c'est largement suffisant pour comment on appelle, pour traiter son légume, ses feuilles de légumes. Alors, l'autre aspect sur lequel je voulais insister, c'est la préparation. Comment est-ce que nous préparons ces légumes? Si nous parlons de tomates, de l'oignon, et les légumes feuilles et tout ça là. Comment est-ce que nous préparons? C'est-à-dire, je l'ai déjà souligné tout à l'heure par rapport à la carotte. Vous allez constater que pour les légumes feuilles, nous préparons la feuille jusqu'à ce que la feuille même, c'est-à-dire n'existe plus. Ça devient complètement ramolli et nous jetons l'eau. Alors que c'est cette eau, c'est-à-dire au cours de la préparation, pratiquement tous les éléments nutritifs transitent déjà de la feuille pour l'eau. Et nous versons cette eau-là. Lorsque vous versez par exemple de façon périodique cette eau sur une terre, une petite portion de terre qui est même impropre à une culture, vous verrez que avec un peu de temps, les herbes vont commencer par pousser là, parce que il y a beaucoup d'éléments nutritifs que nous versons là. Et dans les foyers de récupération nutritionnelle, nous demandons aux mères et nous insistons de préparer la pâte avec cette eau. Et nous ne devons pas utiliser aussi de la potasse pour traiter. Potasse et sel, c'est les deux qui sont souvent ajoutés pour la préparation. C'est pas bien, c'est pas recommandé. Ça ne fait pas du bien ça ne maintient pas la valeur nutritive de ce que nous préparons. Très bien. Alors, parlons à présent de boissons, parce que justement, Patrick Zivroy doit insister dessus, les boissons. Nadège Soglo, en matière de restauration, c'est vrai que beaucoup, vous l'avez dit un peu plus tôt, les sodas, les boissons en canette et autres, c'est bien cela qui est prisé sur le marché. Oui. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous, en tant que restauratrice, vous arrivez forcément à conseiller en période de fête quand on fait des commandes et autres? Absolument. On conseille à nos clients d'aller sur les jus nature. On conseille ça fortement à nos clients. Il y a aussi des boissons traditionnelles béninoises qui sont très bien, qui sont pas trop riches, où on peut y aller, même sans du sucre, on peut les boire. C'est comme notre adoyo, par exemple. Notre adoyo traditionnel béninois qu'on boit là. En termes de valeur nutritive, monsieur pourra mieux informer que moi, mais ce que je sais, c'est qu'on peut déjà le boire sans sucre. Déjà frais et sans sucre, ça peut se boire. Donc j'imagine que c'est déjà mieux que les sodas. Il y a le jus d'ananas par exemple. Pour ceux qui aiment le sucre, ils peuvent prendre du jus d'ananas. Il y a des ananas qui sont bien mûrs et lorsqu'on fait les jus avec, ils sont très sucrés. Vous avez même l'impression qu'il y a du sucre. Mais non, il n'y a pas de sucre. Il y en a qui peuvent ajouter, mais normalement, même sans sucre, un jus d'ananas se consomme et ça a un goût très prononcé.
Donc oui, on propose aux clients, écoutez, est-ce que au lieu du Coca-Cola, est-ce qu'au lieu du Fanta, est-ce qu'on va pas plutôt mettre un peu de bissap, hein, avec aromatisé avec de l'ananas par exemple. Là, on met pas de sucre. Oui. Même pour les bouillies, entre parenthèses, même pour les bouillies, il y a moyen de faire de la bouillie avec de l'ananas ou de l'orange. Sans ajouter de sucre. Sans ajouter de pour sucre. la Ça consommation. Ça se fait et c'est très bon. Les enfants adorent ça. Ouais. Parce qu'en même temps, il y a l'arôme qui est là. Il y a l'odeur qui est là. C'est très bon. Très bien. Alors, docteur Edson, tout à l'heure, Patrick Zivoire disait, ou plutôt Marius Kanji disait qu'on n'a pas besoin de tout ça, notre organisme n'a pas besoin de tant d'alcool ou bien de sucre pour bien fonctionner. Pas besoin d'alcool externe, pour ne pas dire pas besoin d'alcool pour fonctionner. Certes, lorsque vous prenez par exemple le maïs, quand vous consommez le maïs c'est purement, il y a de l'alcool dedans suffisamment pour l'organisme. Vous prenez la pâte, vous mangez la pâte, vous avez déjà la concentration de l'alcool qu'il vous faut. Vous allez finir de manger la pâte, ensuite vous allez prendre 4-5 bouteilles de bière sur ça. Vous imaginez déjà la fermentation alcoolique qui va se produire au niveau de votre organisme, qui va augmenter votre taux d'alcool dans le sang, et on sait tout ce qui accompagne. Déjà, tout ce qu'on mange, les repas là, ont une concentration en alcool qu'il faut pour un bon fonctionnement de l'organisme. On n'en a pas besoin d'apporter. La même chose avec les sucres, les boissons sucrées, tout ça là. L'organisme a une concentration en gras qui est déjà bon pour l'organisme. Lorsqu'on apporte en externe, forcément, il y en a des excès qui finalement vont apporter toutes les pathologies que vous savez et entraîner une obésité et où les problèmes, risques de tension, de diabète, tout ça là vont apparaître. Donc, quand on parlait dans les restaurants, ce n'est pas pour faire moins de publicité à ceux qui sont dans les restaurants. En fait, déjà, il y a un problème que les aliments aujourd'hui sont faits prêts à préparer. Oui. La durée de cuisson a été diminuée. Vous êtes assis, on va chercher les repas là, en 15 minutes, c'est déjà cuit. Oui. C'est ça le problème. Tous ces repas prêts à préparer sont déjà dénaturés, comportent déjà des excès de sucre pour la conservation, pour tout ce qui accompagne. Tout ça, on met dans la catégorie des malbouffes. Et là, vous finissez maintenant, on vous met maintenant un coca sur ça ou une bière sur ça, c'est la catastrophe. Et on pense qu'on est en train de manger, peut-être c'est la fête, non, on est en train de se tuer à petit coup. Les gens disent souvent une expression, une fois en passant ne tue pas. Ce qui est faux. C'est la seule fois que vous allez manger que ça va vous tuer. Directement. Une fois en passant, ça ne tue pas, ça tue plutôt. Parce que par exemple, vous n'êtes pas habitué à prendre de l'alcool. Je donne souvent un exemple. J'ai reçu un jeune autour de 28-29 ans qui n'a pas l'habitude de prendre de l'alcool et il est sorti avec ses petits collègues, ses collègues là, et on lui a dit non, c'est rien, c'est juste une fois, il faut goûter pour voir. Vous savez qu'il a voulu faire plaisir à ses collègues et il a pris une gorgée. Vous savez, ce gorgée qu'il a pris là a foutu en rein ses reins. Ça n'a pas été facile de récupérer ses reins. La seule gorgée qu'il a pris quand il est rentré le soir, tous les problèmes ont commencé. Les reins ont pris un coup automatiquement parce que c'est une concentration en alcool et que les reins avaient du mal à digérer parce qu'il n'est pas habitué. Une fois en passant ne tue pas, c'est ça qui a failli le tuer. Donc les thèmes qu'on nous dit une fois en passant, il faut éviter. Lorsque vous avez une habitude alimentaire, ne faites plaisir à personne en voulant aller consommer quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé. Ça là, tout le monde me connaît sur ça. Je ne fais jamais plaisir. Il faut être strict. Je suis strict sur ma santé, ce que je consomme. Si je ne consomme pas, directement je vous dis que ça là, je ne peux pas consommer. Même si je vous rends visite, vous êtes allé faire le tout pour préparer. Et c'est quelque chose que je ne mange pas. Je vais vous présenter mes excuses, mais je ne vais jamais manger. Pour faire plaisir parce que vous avez préparé. Non. Parce que quand je vais rentrer, je serai le seul face à ces problèmes. Vous ne serez plus là. Oui. Vous êtes habitué, votre organisme est habitué. C'est comme ceux qui fument. Ils sont déjà dépendants de leur drogue. Tout de suite, ça ne leur produit pas un problème. Mais vous qui ne fumez pas, quand vous êtes resté à côté, vous êtes plus exposé à beaucoup de pathologies que celui qui fume. Oui. C'est ça. Très bien. Alors, Diane Onioudjé, sur la boisson, qu'est-ce que vous priorisez ou qu'est-ce que vous aimez et que vous pensez que vous allez pouvoir, disons, continuer dans cette période de fête? La boisson, tout de suite, c'est pas mon truc. Je préfère l'eau plate, toujours. En temps, je prenais des sucreries, pas de la bière, des sucreries, mais maintenant, j'ai opté pour de l'eau plate. Bah forcément, peut-être parce que je me dis que ce n'est pas bon pour la santé, mais j'ai juste remarqué que quand on consomme trop de sucreries, c'est que vous commencez pas à grossir et qu'il y a le ventre et tout. Donc, j'ai opté pour de l'eau plate, pas de l'eau fraîche, l'eau tiède ou l'eau plate, tout court. Fiacre, Aladaye.
Merci beaucoup. Avant de revenir sur les boissons, je voudrais d'abord parler du sucre parce que Madame Nadège en a fait recours tout à l'heure. Je voudrais que nous faisions ce petit exercice à la maison où que nous soyons, que nous prenions une boîte de sucre et que nous voyions un peu la durée de conservation du sucre. Vous voyez, nous avons du plaisir à nous faire du mal sans le savoir. Lorsque vous prenez les boîtes de sucre, vous verrez que ça a une durée de vie de 5 ans. Un aliment propre à la consommation pour notre organisme qui a une durée de vie de 5 ans, c'est un danger pour notre organisme. Nous n'allons pas faire de la publicité ou de la contre-publicité. Et une façon de contourner, on nous a inventé le sucre roux, pensant que ça améliore les choses. Alternative, c'est dangereux. Sucre, c'est sucre et c'est dangereux pour la santé. Nous avons besoin au maximum de 5 grammes de sucre, c'est-à-dire un petit morceau de sucre. C'est Louis, si vous permettez. On va éviter d'appeler. On a juste besoin d'un petit morceau, d'accord, de sucre. Mais vous voyez, tout ce que nous consommons, cette quantité de sucre que nous mettons dans nos tasses de petit déjeuner les matins, c'est un danger. Alors, lorsque nous venons, maintenant, nous revenons sur les boissons, les sucreries, avant d'arriver au niveau des boissons alcoolisées. Je voudrais que nous faisions aussi cet exercice dans nos maisons, que nous prenions la peine de lire un peu les ingrédients, d'accord, qui sont listés. En ce qui concerne. Nous le comprenons même parce que nous consommons et nous avons du plaisir à dépenser notre argent pour aller acheter de n'importe quoi, des choses que nous ne connaissons pas pour consommer. Alors que notre organisme n'est pas un champ d'expérimentation où nous pouvons consommer ceci pour voir ce que ça va. Le docteur l'a dit tout à l'heure, pour avoir consommé une seule fois l'alcool, il a failli perdre, sa vie. Oui, c'est vrai parce que ça va finalement, il va forcément perdre sa vie plus tard. Alors, les sucreries en fait, parce que d'autres disent je vais pas prendre l'alcool, je vais prendre de sucreries, c'est que de soda et c'est impropre à la consommation. Soda en fait normalement c'est ce que les gens utilisent, les bonnes dames utilisent pour laver les marmites et pour comment on appelle, c'est-à-dire le derrière même des marmites, c'est même pas l'intérieur pour enlever le noir. Voilà, lorsque nous mettons une bonne quantité de cela dans notre organisme, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que c'est pour laver notre cœur ou bien c'est pour laver nos poumons? Mais c'est dangereux, nous devons éviter ces façons de faire. L'autre chose, aujourd'hui, on se dit, bon, trop de sucreries, ça va nous rendre malades et on vire du côté de l'alcool. Pourquoi est-ce que nous allons prendre encore de l'alcool? Le docteur l'a encore souligné tout à l'heure et M. Kenji l'a encore souligné dans son intervention. Nous n'avons pas besoin d'apport externe. Nous avons suffisamment d'alcool dans notre organisme. La pâte que nous mangeons, même les jus de fruits que nous prenons, ça contient suffisamment d'alcool. Pourquoi est-ce que nous voulons encore nous rendre malades? Pourquoi nous voulons maltraiter encore nos nerfs? Pourquoi est-ce que nous voulons maltraiter notre cerveau? Parce que lorsque vous prenez de l'alcool, c'est de l'excitant. C'est pas loin du tabac, c'est pas loin de tout ce que nous, du tabac et tout ce que nous connaissons comme excitant. Nous voulons aborder aussi un autre aspect de la chose, les jus de fruits. Moi, je suis un peu villageois, permettez. Nous n'avons pas besoin aussi d'aller à ça. Si nous voulons, je ne vois pas concrètement ce que les boissons nous apportent pour que nous puissions forcément en prendre forcément. Lorsque nous prenons les jus de fruits, pourquoi est-ce qu'on est arrivé au jus de fruits? C'est que nous voulons conserver les fruits parce que les fruits sont des denrées très périssables. Je voudrais, en parenthèse, parler aussi des pommes fruits et que nous ne maîtrisons pas la production, mais nous avons quand même la preuve que c'est conservé pendant des jours, pendant des mois. Mais nous ne voulons pas savoir si c'est propre à notre consommation ou si c'est impropre. Alors que nous avons beaucoup de fruits autour de nous que nous pouvons consommer. Alors, si je reviens au jus de fruits dont nous sommes en train de parler comme boisson, celui qui a pris du jus de fruits, est-ce qu'il a consommé le fruit? Le jus de fruits, c'est beaucoup plus pour la conservation. Est-ce que dans notre pays, est-ce que nous n'avons pas dans notre environnement immédiat le fruit? Et pourquoi nous voulons faire recours? Je vous ai dit que parce que celui qui fait du jus de fruits, aujourd'hui, il y a très peu de jus de fruits 100% naturel. On va ajouter de l'eau, on va ajouter de sucre. Et lorsque vous commencez par commercialiser le sucre, c'est-à-dire vous commencez par faire du jus de fruits ou bien de bissap et autres, avec une grande quantité de sucre, déjà tout sur le marché, le vendeur vous propose autre chose.
Il vous propose de la formule pour dire que ça c'est une petite quantité, pour ça permet de sucrer déjà ce que vous voulez faire. Mais c'est dangereux, ce sont des pratiques que nous devons éviter. Mais on peut faire le jus à la maison aussi. Hein. On peut faire le jus à la maison. On peut faire le jus à la maison. Facilité Pourquoi est-ce que j'étais en fait en train d'intervenir contre la consommation du jus? C'est que lorsque vous prenez le jus c'est une partie du fruit en fait. C'est le liquide qui est dans le fruit que vous allez extraire. Alors en ce faisant, vous éliminez la chair, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est contenu dans cette chair-là? Il y a les fibres que nous larguons, que nous enlevons de notre alimentation. Alors, Fiacre, d'ailleurs, nous allons poursuivre tout à l'heure. On va marquer une petite pause pour permettre d'installer Nafissatou Hassani pour les messages. Voilà, retour sur le plateau, une petite urgence pour laquelle Nadège Soglo a dû quitter le plateau et nous installons Nafissatou Hassani. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Nous commençons avec le message. Oui, nous allons commencer par celui de Clette. Il nous dit que la malbouffe désigne une nourriture et un régime alimentaire jugé néfaste sur le plan diététique. Ceci est dû à une haute teneur en énergie, principalement des calories vides. Et aussi, c'est des graisses et des sucres qui sont de trop dans l'organisme. Ceci est dû à une haute teneur en énergie, principalement des calories vides, qui proviennent des graisses et du sucre, et d'une valeur nutritive faible. Je le pratique rarement. Bon, heureusement que le pratique rarement. Félicien Edou. Oui, c'est essentiellement ça, parce que ça comporte peu d'éléments nutritifs pour l'organisme, mais c'est riche en toutes les substances qui peuvent nuire à votre santé. Un autre message. Il y a la BC qui nous dit que la malbouffe est la consommation des aliments de mauvaise qualité pour la santé. Je n'en consomme pas souvent. Je le fais quand je suis obligée de manger dehors ou lors d'une fête. Alors, il le fait quand il est obligé de manger dehors ou lors d'une fête. Fiacre Aladaï. Oui, il y a cet aspect de la chose qui nous rend aussi toujours malades. C'est ce que nous consommons souvent sur les places de réception, surtout au cours des fêtes. Tout à l'heure dans la chanson, vous allez constater que c'est tout un mélange. Et lorsque nous allons sur les lieux de réception, quand on nous propose plusieurs repas, ce n'est pas que c'est pas pour nous tout ça, non. C'est pour nous donner la possibilité de choisir un parmi tant d'autres. Mais lorsque nous mélangeons tout ceci et que nous rentrons, bonjour les dégâts. Et oui, on est obligé d'y faire face. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la malbouffe est le fait de manger des aliments malsains, ni de qualité et encore non équilibrés. Je ne peux pas affirmer que je mange tout le temps des aliments de qualité et autres, mais j'essaye de manger des aliments sains et équilibrés. Bonne journée à vous. Diane. J'ai juste compris que ils ont connaissance de la malbouffe et puis ils en préservent quand même. Celui-ci, il a quand même avoué qu'il ne peut pas confirmer qu'il en consomme il n'en consomme pas tout le temps ou il mange sain. L'essentiel c'est déjà savoir si vous faites de la malbouffe, modifier votre repas, comment est-ce que vous allez quand même essayer de réduire cela pour ne pas quand même se donner aux maladies. Eh bien, si vous consommez peut-être tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire du gras, beaucoup de gras dans votre alimentation, du sucre, peu importe la manière. Donc, il y a beaucoup, disons, les jus, les trucs en conserve et autres. C'est que vous consommez déjà de la malbouffe et donc il faut faire très, très attention. Un autre message. Le tout dernier message nous vient de Hamza. Il nous dit que la malbouffe est une nourriture ayant beaucoup d'apports d'énergie, mais qui est plutôt très consommée de nos jours. Généralement, les aliments ou produits sucrés comme le yaourt, les hamburgers. Ces consommations entraînent le surpoids, l'obésité et surtout pour ceux qui ne pratiquent pas le sport pour réguler la graisse sous leur peau. Je ne pratique pas la malbouffe, mais à l'avenir, oui. Mais je ne sais pas ce qui motive ces choses. Ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne pratique pas, mais après, il va le faire. Bon, peut-être... Sûrement, lorsque les moyens vont le permettre, il va manger comme il veut.
Comme on dit, ceux qui ont du ventre, on dit, c'est quand la personne est riche, on dit c'est de l'embonpoint. Donc peut-être lorsqu'il aura le moyen, il va... Bon, c'est vrai que quand on à un certain niveau, oui, quand on a peut-être certaines activités qui nous empêchent de faire sainement ce qu'on doit manger à la maison, bon, pour pouvoir passer la nuit sans crier ou à l'aise, on mange tout ce qu'on a sous la main. Fiacre à la deuil. Oui, merci beaucoup. C'est aussi un aspect de la chose, notre mode d'alimentation en milieu professionnel. C'est-à-dire que hommes que nous sommes tellement préoccupés par notre service, notre boulot, que nous n'avons plus de temps à consacrer à notre alimentation. Et nous mangeons ce que nous avons sous la main. Et nous passons tout notre temps à chercher de l'argent. Et l'argent que nous cherchons, finalement, nous le dépensons tout cet argent dans notre santé sans pouvoir la récupérer. Et c'est bien dommage. Nous devons accorder beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de temps à notre alimentation. Nous ne devons pas manger juste ce que nous avons sous la main. Et ça ne fait pas du bien à notre organisme. On passe tout à l'heure, c'était donc le dernier message. On parle à présent de la pensée de ce jour, Nafisat. La pensée du jour nous vient de Virgile Stanislas. La malbouffe concerne aussi notre nourriture émotionnelle, affective et spirituelle. La malbouffe concerne aussi notre nourriture émotionnelle, affective et spirituelle. Bien, elle est de Virgile Stanislas. Très bien. Alors, Félicien, qu'elle vous dit cette citation? Vous savez, si on essaie d'élargir un peu le mot malbouffe à tout ce qui peut nuire, forcément tout ce qui est spirituel qu'on fait à travers, tout ce qui est amoureuse par exemple, que les problèmes affectifs qu'on a souvent et que c'est devenu quelque chose qu'on fait de façon un excès, également on peut la qualifier de malbouffe. Donc ce n'est pas seulement que c'est qu'on prend, qu'on envoie dedans, tout l'être humain, tout ce qu'on peut faire qui peut porter atteinte à notre santé et qu'on sait pertinemment que c'est ça, mais on le fait quand même, considéré comme la malbouffe. Fiacre. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir sur l'aspect spirituel. En fait, c'est mentionné clairement dans la Bible que les essais de l'ivrerie, vous voyez, ça c'est l'essai de la consommation des boissons alcoolisées. En fait, ça constitue un péché. Ouais. Je ne sais pas forcément ce que le Coran dit, je ne veux pas rester aussi trop spirituel, mais vous voyez, ce sont des pratiques que nous devons éviter, c'est-à-dire l'essai en toute chose nuit. Nous le connaissons, mais nous avons tendance à nous faire plaisir et à tomber dans ces pièges-là. Diane? L'excès en toute chose nuit, le nutritionniste a su bien le dit. Je pense que si nous arrivons, la pensée dit la malbouffe concerne aussi notre nourriture émotionnelle, affective et spirituelle. Je pense que si nous arrivons à quand même faire de la malbouffe on arrive à ne plus faire notre repas peut-être quotidien ou quelques rares fois. Si déjà on se sacrifie à la prière, on prie tout le temps, on peut quand même essayer de réduire aussi les repas qui nous causent quand même, qui nous amènent à faire de la malbouffe. Donc autant on prie, autant peut-être on aime quelqu'un et puis c'est de l'affection. On peut quand même aussi aimer ces repas-là qui ne nous amènent pas à faire de la malbouffe. C'est ce que je peux dire. Alors Nafisat, qu'est-ce qu'on retient? Nous pouvons retenir, je reviens à ce que Monsieur oui. L'auteur veut tout simplement dire que le fait de pratiquer de la malbouffe, ça ne concerne forcément pas la faim, c'est le fait de moduler la consommation alimentaire en réponse à un ressenti émotionnel plutôt qu'à la faim. C'est plutôt lié à un ressenti émotionnel qu'à la faim. Et non la faim. Donc la malbouffe n'est pas forcément liée à la nourriture directement. Très bien. Alors, on quitte cette citation, mais un mot sur l'auteur quand même. L'auteur est Virgile Stanislas Martin. Il est un hypnothérapeute, enseignant certifié en programmation neurolinguistique, formateur en thérapie brève et hypnothérapie, préparateur mental, coach et consultant en communication et intelligence émotionnelle, auteur d'ouvrages et thérapie et de développement personnel. Très bien, c'était donc Stanislas Virgile en image sur vos écrans. Alors, une histoire pour ce matin?
Il faut retenir que la malbouffe est un phénomène de société apparu dans les années 60 en réponse à la hausse du prix des produits frais, fruits et légumes notamment, à l'industrialisation des méthodes de production et à la diminution des prix des produits gras et sucrés. Le terme malbouffe a été popularisé avec l'arrivée des fast-foods, ces restaurants sans réservation où le client se sert lui-même, mange avec les doigts sans couvert ni vaisselle. On y trouve des repas faciles à emporter et à manger, servis dans les délais très brefs et à des prix relativement bas. Les fast-foods ne sont pas seuls en cause. Les plats préparés, les tout-faits qu'on a aujourd'hui sont aussi répandus dans le monde entier, font partie de ces phénomènes-là qui ont boosté le phénomène de la malbouffe aujourd'hui. Très bien. Donc, une petite histoire sur l'origine. Comment est-ce que la malbouffe est née. Exactement. Alors, est-ce que vous faites... Bon, sûrement. Vous retrouvez dans Pas tout ça. Peut-être parce que... Peut-être de temps en temps. Mais c'est sûr que oui. Un De peu quand temps même. en temps, hein. Bon, de temps en temps, je ne peux pas éviter ça. Je le fais de temps en temps quand même. Une fois en passant, comme l'a dit le docteur. Ça va pas mais on ne peut pas s'en passer. Parfois, on a envie de le faire. Très bien. Alors, lors des fêtes aussi, en dehors de tout ce qu'on prépare et qu'on ne prépare peut-être pas bien, il y a également l'excès, le mélange, c'est-à-dire qu'on mange cassoulet, on mange la pâte, on mange le pain. C'est que on veut tout avoir en même temps dans le ventre. Oui, on mélange le tout. On Finalement. veut tout goûter. Oui. Puis je prends l'exemple de quel si vous avez des invités qui viennent chez vous et vous présentez les repas, 3 sortes de repas, ils veulent quand même tout goûter parce qu'ils veulent, ils veulent tout manger. Donc moi je trouve de raison. Ce que je dirais peut-être c'est de savoir quand on a des invités, de savoir comment est-ce qu'il faut présenter les repas. On voit quand même qu'il y a des personnes, ils font d'entrée. Et puis quand vous finissez l'entrée, il y a le repas consistant qui vient et après le dessert. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on dépose tout sur la table et quand on prend un peu, on finit ça, on prend immédiatement l'autre. Donc je pense que c'est à ce niveau qu'on peut faire de malbouffe. Et les personnes même, ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent le faire qu'ils le font. C'est parce que c'est ce que la situation, c'est ce que ça leur impose en ce moment. Ils sont pas obligés, mais lorsqu'on vous sert des repas et puis c'est bon à voir. Et puis vous avez pris peut-être le premier repas qui est bien fait, vous voulez quand même goûter. Si par exemple le premier repas n'est pas bien fait, je ne vais quand même pas goûter les autres. Donc ça vous emmène quand même à... Et on peut se dire, bon, je vais essayer l'autre pour voir si c'est mieux que le premier. Je pense que c'est ça qui amène à faire de la malbouffe. C'est pas que les gens volontairement ils décident de le faire, mais quand on vous présente les repas, je peux décider de ne pas en prendre autant, peut-être parce que je fais attention à ma santé, mais tout le monde ne le fait pas parce que j'ai les repas, je veux quand même manger. Et je pense pour éviter cela, quand on a des invités, c'est de présenter les repas one by one, peut-être des heures après, pourquoi pas. Mais c'est aussi dans la tête, hein. Parce que oui, surtout pendant les périodes de fête, vous n'avez pas l'habitude de préparer 2 repas par jour, bien 3 jusqu'à 4. Mais quand même, vous vous dites dans votre tête que je dois profiter de cet instant. Ça ne vient qu'une fois dans l'année. Donc, vous êtes obligé de le faire. Donc, dit de ne pas présenter différents repas aux invités. Parce que peut-être le premier repas que vous lui présentez, lui ne va peut-être pas prendre ça. Il n'aime pas ça. Mais quand vous lui présentez les 3 repas ou les 4 repas, il aura le choix. Il pourra choisir. Et aussi parfois quand on va dans des endroits où il y a fête et tout, on se dit, surtout quand il y a cotisation et on a tous payé pour faire la nourriture, on veut tout manger, on veut tout goûter, on veut tout tenter. Donc ce n'est peut-être pas parfois de volonté comme Madame Diane l'a dit tout à l'heure. Alors, docteur Edou, qu'est-ce que tout cela crée? Merci beaucoup pour la question, parce que c'est difficile effectivement d'aller rendre visite à des gens quand vous présente, même quand vous présente des plats l'un après l'autre. Oui. C'est pas nécessaire. Je viens chez vous, vous me présentez un plat, quand je vais vouloir manger, je mange, je suis déjà bien. Quand vous avez le désir, je vous dis que je ne peux plus. Directement, c'est pas pour vous offenser ou pour vous décourager de votre effort pour m'accueillir. Non, je mange pour ma santé. Quand j'ai déjà mangé la quantité qu'il me faut, le reste là, je vais vous laisser ça.
C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Pas parce que c'est pendant la fête. Moi, si je vais rendre visite, je finis de rendre visite à une seule personne, je rentre chez moi. Je continue plus la visite. Quand tu vas quitter là, tu vas arriver ailleurs. On va encore te présenter des repas. Tu peux pas refuser pour dire que tu es venu chez moi. Il faut manger un peu ici, un peu là-bas. Et finalement, non. Je mange un, je retourne chez moi directement. Parce que si je continue, je vais devoir encore manger. Et pour ne pas manger, je ne vais pas offenser quelqu'un, je retourne directement chez moi. Et notre ventre en souffre après. C'est clair. Donc je préfère ma santé plus que tout le reste. Donc c'est ça qu'on doit apprendre à cultiver. Sinon, si on veut tout manger en un seul coup, parce que j'ai payé la cotisation, il faut que je mange en quantité. Voilà. C'est ça là qui n'est pas bien. Qui va finalement avoir des répercussions immédiatement. Les répercussions immédiates sont là. Après, immédiatement les fêtes. Le taux de problèmes de digestion, des diarrhées, des vomissements, ça monte en flèche. Et un peu de temps après, encore la fête du Baudouin arrive, le 10 janvier. La flèche, encore, ça remonte. Après, quelques temps après, et ça se stabilise. Ça, c'est problème de digestion. Et c'est pas seulement immédiatement ce que vous avez là qui va être problème. Plus tard, ce que vous avez là, les séquelles sont là, qui vont finir par se ressentir plus tard. Donc, c'est ça là, on doit faire attention à ce qu'on mange. Si on apprend à manger pour la santé, on ne va pas beaucoup trop dépenser. Comme notre restaurateur l'avait dit, qu'on s'endette pour la fête, ça là, je ne suis pas dedans. Payez ce qui est bon pour votre santé, mangez en quantité qu'il faut et non payer, chercher de l'argent, n'a pas l'argent, prêter, préparer gros pour montrer que c'est la fête. Non, pas du tout. Mangez, préférez ce qui est bon pour votre santé et mangez de façon contrôlée et non tout le temps en train de manger tous les repas mélangés. Très bien. Fiacre à la baie. Merci beaucoup. Oui, j'avais déjà parlé de ça brièvement et à ce qui concerne notre habitude alimentaire, conduite alimentaire sur les lieux de réception. Vous voyez, lorsque vous êtes invité et qu'on vous présente plusieurs repas, peut-être que celui qui vous a présenté votre hôte vous souhaiterait que vous goûtiez tous les repas. Mais vous, lorsque vous êtes soucieux de votre santé, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de tout manger. On ne va pas vous en vouloir pour ça. Et il faudrait que nous comprenions et que toutes les fois que nous invitions les gens, nous ne les obligeons pas à tout manger. Parce que lorsque vous mangez du riz, d'abord il y a entrée. C'est ça. Hein? Oui. Moi, je ne sais pas quel rôle ça joue. Et c'est là je parais toujours villageois. Et ça, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis villageois. Lorsque vous parlez d'entrée, de quoi est-ce que c'est fait? Ça permet de faire, c'est quelle entrée? On fait souvent des œuvres d'œuvres ou des salades. Oui, avec quoi? Avec quoi et ça va jouer quel rôle dans mon organisme? Il faut que nous sachions. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que je consomme et ça va me servir à quoi? Ça va m'apporter quoi? Ça va apporter quoi à mon organisme? C'est une façon de mélanger, de maintenir le système de mélange dans notre organisme. Je finis de prendre l'entrée. On amène maintenant le premier plat résistant et c'est peut-être le riz et je consomme suffisamment de riz avec du poisson ou bien... Après on dit qu'il y a la pâte télébo qui est là et qu'il faut amener avec la viande. Mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est ce que nous devons nous demander. Je peux manger le riz. Un instant après, si la visite devient longue, si je sens que j'ai encore un petit creux, je peux encore demander qu'on m'ajoute encore un peu de riz. Mais je ne suis pas obligé de manger la pâte. Comment est-ce que je mange à la maison? Quand je suis chez moi, de façon normale là, comment est-ce que je mange? Est-ce que j'ai l'habitude de manger la pâte, le riz, et on va apprendre encore avec sauce bouillante, sauce légumes ici, et la viande là, le poisson là. Après tout ceci, on va ajouter le poisson. Mais faisons l'effort de faire ce mélange dans un plat, pas forcément dans votre ventre. Oui. Pendant que quelqu'un est en train de manger l'entrée là, vous mettez pour vous là dans un plat, vous mettez ça à côté. Quand il va commencer à prendre le riz, vous ajoutez le riz avec le poisson bien la viande, toujours dans votre plat. Vous faites le mélange pour voir ce que ça donne. L'heure de la pâte va sonner ou bien de la cassa, ajoutez la cassa, morcelez comme vous voulez. Faites le mélange, ajoutez la sauce. Je pense qu'on sera dégoûté. C'est pour nous dégoûter. C'est exactement ce que nous envoyons dans notre organisme. Il faut que nous sachions. Après tout ceci, il faut mettre maintenant la boisson dessus. Parce qu'il y a d'autres, ils prennent la bière. D'abord, quand ils commencent par sentir l'effet de l'alcool, ils disent bon, nous allons filer avec l'effet de l'alcool en prenant de sucrerie. Qui vous a dit que sucrerie anéantit l'effet de l'alcool? C'est deux produits acides. Et finalement, nous avons tout notre corps qui est acide. Et bonjour les dégâts. Le docteur a dit tout à l'heure, il y a des effets et des conséquences immédiates. C'est-à-dire, tu as la diarrhée, tu as la maux de tête, tu as la migraine sans cesse et tu as de petits problèmes. Et ça, c'est tout de suite ça. Maintenant, plus tard,
pour avoir déréglé l'organisme, bonjour les dégâts. C'est là, c'est la tension qui a monté, c'est les reins qui ont pris un coup, c'est l'obésité, c'est le diabète, c'est beaucoup de choses après. Il faut sans question. Alors, docteur Edon, je reviens à vous. Et justement, quand on a ces problèmes de ventre quelques heures après ou bien le lendemain de la fête, quand même, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est déjà de venir à l'hôpital directement. Parce qu'il faut évaluer pour voir quel type d'indigestion vous avez. Est-ce que c'est avec accélération du transit ou bien avec un ralentissement du transit? Quand c'est la diarrhée, on sait que vous perdez des ions, vous perdez des électrolytes. Là, il faut vous en apporter. Il faut compenser ce que vous êtes en train de perdre. Si c'est avec un ralentissement du transit, c'est-à-dire que les selles deviennent de plus en plus dures, c'est-à-dire que c'est le côlon qui vous fait souffrir. Oui. Et plus tard, vous allez avoir des problèmes de cancer du côlon. Parce que c'est le côlon qui en souffre, parce qu'il va garder longtemps les matières et extraire de l'eau. Plus il extrait l'eau, plus les selles deviennent dures. Et plus ça devient dur, plus ça ralentit le transit. Et là, votre côlon va souffrir. Et plus tard, plus vous lui donnez cette souffrance à la longue, ça va finir par développer un cancer du côlon. Donc, il n'y a pas quelque chose à prendre pour... oui. Pour un petit complément, le docteur a parlé tout à l'heure du cancer et il faut que nous faisions très attention à ce que nous consommons. Lorsque nous envoyons tout ce mélange dans notre organisme, souffrez que tout ne puisse pas transiter. D'accord? Il y a forcément des parties qui s'accolent à l'intestin, oui. Ou même dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, au niveau des artères, au niveau des veines, au niveau des capillaires. Il y en a qui s'accolent surtout, comment on appelle, les produits hautement raffinés, hautement industrialisés. Et quand ça s'accole, surtout les produits hautement huilés, les huiles raffinées, quand ça s'accole, ça commence par réduire en fait le volume de ces parois, de ces canaux de transmission de liquide. Il faut parler du sang, de lymphe et autres. Et là, il peut y avoir déjà le cancer qui commence par naître là. Et progressivement, ça va réduire la circulation sanguine, c'est-à-dire le sang a une certaine vitesse pour circuler dans notre organisme. Lorsque nous prenons aussi le cœur, et nous avons mis beaucoup d'aliments dans le cœur ou dans notre ventre, où le cœur a l'obligation d'envoyer beaucoup plus de sang, travailler plus avec la consommation de boissons glacées, de l'eau glacée et tout ce qui va avec, nous empêchons la circulation sanguine. Donc nous sollicitons beaucoup plus le cœur. Et lorsque vous sollicitez beaucoup plus le cœur, sachez que plus tard, vous aurez les conséquences. Et ça dérègle le bon fonctionnement de notre organisme. Et nous attrapons des maladies. Très bien. Merci. Dans quelques minutes, nous allons conclure. Donc, mais avant, alors, Nafissat Hassani, quand vous entendez tout cela, quelle habitude de malbouffe vous avez que vous allez éviter, pour les fêtes? Éviter. Oui. Et il y a des choses, quand tu vois ça, tu n'as jamais pris ça, hein. Mais tu veux quand même voir le goût que ça. Pendant les fêtes, si je vois, je vais quand même goûter, malgré tout ce qu'on a dit. Malgré tout ce que vous avez dit. Moi, je suis trop curieuse, donc. La curiosité est un vilain défaut. C'est un vilain défaut, oui, mais bon. Après, on va se soigner. Ah, vous irez chez le docteur. Vous savez, c'est ce que disait l'auteur de votre pensée. Ce n'est pas forcément, mais c'est l'émotionnel. Elle a envie que ça rentre dedans. C'est ça, pour voir c'est comment l'envie là qui entraîne la malbouffe. Alors, Diane. Je pense que j'adore prendre de la mayonnaise et que c'est ça, peut-être je vais essayer de modérer, de voir comment est-ce qu'il faut en consommer avec du spaghetti, dans le pain et tout. Voilà. Très bien. Et docteur Edon, vous n'en avez aucun, c'est sûr ça? Si, j'en ai. Ah, d'accord. Ça arrivait, vous savez, le problème c'est que parfois quand on a des gars par exemple et qu'on n'a pas à manger, qu'on n'a pas rien, on est obligé parfois de faire commande sur dans les fast-food, les restaurants qui sont des trucs déjà prêts à préparer. On sait pertinemment que c'est mauvais, mais dans les circonstances là, de temps en temps on en consomme. Mais pendant les fêtes là, je ne fais jamais ça. D'accord. Donc vous évitez. Fia Kalada, est-ce que je peux demander? Pourquoi pas? Vous savez, moi j'ai peut-être une sale habitude. Je préfère rester à jeun que de mal m'alimenter. C'est-à-dire mal manger. C'est-à-dire que je sais que quand je suis à jeun, mon organisme va puiser dans mes réserves, que je ferai l'effort de compenser plus tard. Mais si je dois forcément manger pour manger,
C'est-à-dire les conséquences sont plus graves que si je restais à jeun et que je sais exactement ce que je suis en train de manger. C'est mieux de se priver de retard si votre emploi du temps ne vous permet pas. Je ne dis pas de jeûner tout le temps, mais le temps de vite rattraper ce que vous avez raté. Merci beaucoup. Alors, nous avons demandé aux téléspectateurs de savoir comment préparer et autres, mais c'est difficile, surtout quand on a 20 ans, 25 ans d'une habitude de préparation déjà conçue ainsi, c'est compliqué. Mais c'est pour cette période de fête, peut-être vous allez apprécier, changer un peu pour voir les bénéfices. Et justement, qu'est-ce qu'on doit se dire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer un petit peu cette manière-là qu'on a de mal manger ou de mal préparer? Je vais d'abord commencer par Nafissa. De ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs? Qu'il faut essayer de prendre les bonnes habitudes, de s'adapter. Avec le temps, ça va aller. D'accord. Diane? On adore prendre du cassoulet pendant les fêtes, donc je vais juste dire de prioriser les légumes dans les carottes, dans les cassoulets. Il ne faut pas prendre assez de viande parce qu'on priorise souvent les viandes. Alors prioriser les carottes et d'autres légumes. Voilà. Félicien? C'est déjà de prendre conscience que c'est un problème, que ce n'est pas bien, qu'il faut déjà, si déjà on a déjà pris la conscience, on peut peut-être commencer petit à petit à améliorer sa façon de manger et dans l'avenir on aura les résultats. Surtout chez les enfants, surtout entre 2 ans et 5 ans, c'est très important parce que ce sont ces enfants qui vont devenir adultes demain et qui vont développer les pathologies qui sont aujourd'hui encore beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Ça va être encore plus fulminant dans l'avenir. Très bien. Fiacre Aladin. Merci beaucoup. Le docteur Edou vient de toucher un point sensible, c'est-à-dire les enfants. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces enfants qui n'ont pas forcément le choix de ce qu'ils mangent. C'est très important. Leur avenir en dépend. Alors, en matière de conseils, je voudrais pas énumérer comme à l'habitude de dire faites ci, faites ça, évitez ci. Non. Mais ce que chacun doit faire, c'est que chacun doit être responsable de son alimentation. Que ceux qui sont responsables, je veux parler de beaucoup plus des mamans dans les ménages, de la préparation des repas, sachent comment est-ce qu'ils doivent traiter chaque ingrédient pour préserver la valeur nutritive de ces différents éléments. Secondo, lorsque nous voulons manger, il faut que nous sachions clairement ce que nous sommes en train de manger et que nous demandons exactement ce que cela va apporter à notre organisme, sans quoi nous allons nous rendre malades et rendre le docteur Edou riche. Et qui ne veut pas être riche. Nadège Sogo était sur le plateau. Merci à elle, elle est responsable d'une structure de restauration. Nafissa Touassani, Diane Onioche, merci. Félicien Edou, vous êtes médecin. Merci pour la présence. Et Fiacre Aladaya, agronutritionniste. C'est un plaisir d'apprendre de vous. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. N'oubliez pas de prendre en compte tout ce qu'on a dit ce matin dans la préparation des mets lors des fêtes qui pointent à l'horizon, qui sont dans quelques jours. Et je suis sûre que vous obtiendrez les bénéfices. Excellente journée à vous.